Le sillon bulle est activé. Les podcasts de Roland Harper. Ouverture du sillon bulle. C'est un vrai podcast. C'est un vrai podcast, bonjour, un plaisir. On est content. On est content. On est bien, super content. Hein. On est content. On se propose un petit maté Avec plaisir. d'inauguration. Avec plaisir. Et donc je vais partir sur celui-là, vous voyez. Mon maté Il y a des classico. différences de bois un peu de... Oui. Oui. Oui, il y a différents types de bois. Là, on est sur, à la base, ancestralement, sur des matés en calebasse. Là, on est sur des bois taillés beaucoup plus épais, qui va avoir une influence après sur le température. Je crois qu'on nettoie jamais. Il n'y a pas un truc de comme quoi il faut jamais nettoyer son... Ouais. C'est alors. On le nettoie parfois s'il reste trop longtemps. Alors, je parle sous le contrôle de toute la communauté argentine qui m'a enseigné et transmis ce rituel, hein, mais voilà. Ça se nettoie pas effectivement. L'idée, c'est qu'il y a une transition qui se fait d'un maté à l'autre. On n'enlève jamais vraiment tout de la yerba. On enlève ce qui est la surface, qui a été lavada, qui a été lavée. En fait, donc, Yerba, c'est quoi? la yerba, c'est l'herbe en fait. L'herbe. C'est le maté. maté. Le maté lui-même. Donc il faut savoir qu'on appelle le maté, la structure en bois est un maté, et le maté c'est aussi l'herbe maté. D'accord. Et donc effectivement il y a un truc normalement quand on en boit quotidiennement tous les jours, où on enlève le haut de la yerba qui est un peu lavada, qui a plus de goût, et on laisse toujours un peu un fond pour laisser ce goût quoi, dans le bois, et on remplace l'herbe là, c'est un maté qui n'a pas été utilisé depuis un moment, donc qui a été vidé, lavé, parce que sinon ça pourrit si on le laisse trop longtemps, oui. c'est humide. Et Donc voilà, en fait, donc, mais il y a quand même l'esprit de laisser un peu moisir, de laisser un peu mijoter le... Mijoter, ouais, Ouais. j'irai pas jusqu'à moisir, mais mijoter. Effectivement, donc là on est sur un maté assez intéressant, hein, très poussiéreux. Oui, on est sur une fin de maté, il faut savoir. Ouais, je vois ça, je vois tout à fait ça. Maté dégoté, où exactement Maté dégoté chez Nina. En fait, je pense que je réfléchissais à comment est-ce qu'on met les gens à l'aise. Comment est-ce qu'on se met bien en fait. Oui, Pour que nos invités soient reçus avec panache et honneur. complètement. Et du coup, je me disais que en fait, il faudrait mettre des boissons. Tout à fait. Il y a une petite boisson favorite. en Et fait. alors là, je suis ravi d'avoir affaire à un maté. Voir la boisson favorite des invités. Exactement. Et pour pouvoir ainsi mettre à l'aise les gens pour pouvoir Tout à avoir fait. une bonne discussion. Tu vois. Magnifique. Et du coup, c'est du dégoté de dernière minute chez Nina. Voilà. Génial. On remercie Nina du coup. Merci Nina pour ce petit Première matin. gorgée d'eau dans le truc pour Ah ouais, qu'est-ce qui se solidifier. passe Qu'est-ce qui se passe Donc on envoie l'herbe là qui est en plus particulièrement polo, oui, très poudreuse. Donc on l'envoie le maximum d'herbe possible, un peu d'eau pour la solidifier. On envoie la bombicha dedans, donc qui est Le petit truc en métal en là. métal tout à fait. Et on renvoie par-dessus le maté final qui va venir recouvrir tout ça sur une structure déjà un peu solidifiée par l'eau. Contrôle, une fois de plus, hein, je parle sous le contrôle de nos amis argentins et argentines qui m'ont transmis ces pratiques-là. Je ne voudrais pas faire d'appropriation culturelle, hein, c'est loin de moi l'idée de... Ouais, je pense que Approprier. c'est bien de s'approprier les bons trucs. Enfin, l'appropriation culturelle, c'est. Je sais pas. Ouais, Il y a quand même quelque chose de positif. En fait, tu honores, tu Ouais. rends hommage. complètement. Le honorer culturellement une pratique, c'est vrai que ça me semble assez beau. Après, dans appropriation culturelle, c'est juste qu'il y a une connotation de récupérer, transformer et un peu de faire que l'autre se dépossède de... Enfin, il y a Oui. quelque chose de Tu péjoratif l'appropries. dans l'appropriation Oui. culturelle. Là où Mais- en fait, mais- tu as raison. Ça, Mais à partir du moment où tu dis sous le contrôle de Voilà. des personnes qui sont argentines, qui ont cette petite cérémonie, ce petit rituel, en fait, effectivement. c'est. Là, tu viens de. Non. Là, Non, j'ai ôté du paquet de maté, je sais pas, des clous de girofle peut-être séchés, des champignons, je ne sais pas, on demandera à Nina, je ne sais pas exactement. Et voilà, et donc là on va voir, hein, normalement température 87 degrés, 87 degrés. selon les sudistes de la Patagonie, ça peut monter jusqu'à 93-94 pour les cordoveses. Et j'imagine qu'il y a différentes traditions de maté en Argentine. Bien sûr, je suis peut-être pas le mieux placé une fois de plus pour en parler, je parle sous le contrôle de mes amis argentins pour ne pas faire d'appropriation culturelle, mais oui, il y a plein de traditions de maté. On a même jusqu'à la frontière Argentine-Brésil et passant côté Brésil, une tradition du maté froid, le telele. Oh là là. Le maté froid, le maté de plage qui se boit pour se rafraîchir, mélangé à du sirop, enfin un truc assez incroyable. Ok. Certains y voient une hérésie, d'autres sont fans de ce truc-là. Ok. Maté froid. Ouais, donc il y a plein de traditions de maté, il y a plein de matés différents.
Et il y a aussi ce truc du mec qui a le contrôle de l'eau. Complètement. Il y a quelqu'un qui... Hay que cebar. El que C'est ceba, quoi la traduction de cebar? celui qui distribue, on va dire, en fait, Ok. pour l'adapter. C'est celui qui distribue le maté. Donc quelqu'un qui a le contrôle du thermos. L'eau, il met, il boit, il goûte d'abord, voilà, pour température, saveur, tapado ou non, est-ce que c'est bouché ou pas. Des fois c'est bouché, là on peut s'attendre à ce que ce soit peut-être bouché avec beaucoup de poudre comme ça. Donc on règle le maté, puis après on fait la ronde de maté avec une personne centrale qui distribue. Assez hiérarchisé comme pratique, c'est vrai. Ritualisé, j'ai envie de dire, pas forcément hiérarchisé, ritualisé. Ouais, mais c'est pas mal qu'il y ait un mec qui ait le contrôle de... c'est une personne qui doit être très attentive, qui est en fait au service des autres. Exactement, complètement. Mais c'est une belle métaphore de ce que devrait être le pouvoir en fait. Hein. C'est-à-dire que oui, tu as un certain pouvoir, mais c'est un pouvoir qui doit être mis au service des autres. Ouais, qui doit distribuer et de manière Qui doit équitable. distribuer de manière équitable. Tu dois être attentif, tu es tout le temps en train de regarder les autres, est-ce que tu as fini. C'est vrai que... Et des fois, tu as des gens qui s'endorment aussi sur le maté. Des gens complètement qui s'endorment. Et du coup, le mec, est-ce qu'il a un nom, cette personne qui... Et alors, El que ceba. El que ceba. El que ceba mate, ouais, El que ceba, du coup, il a son petit rôle, son petit rôle. de réveiller aussi celui qui est endormi. Complètement. Donc là, on n'est pas loin d'avoir le bon maté nickel. Donc je vais commencer du coup à distribuer. Ah, tu goûtes. Ouais, je tu goûte, vérifies, je vérifie le tout à produit. fait. Et non, du coup, pour revenir sur ce truc de rapport au pouvoir, redistribuer ou pas, avec le maté, c'est vrai qu'il y a un truc, une belle métaphore de ce que devrait être l'exercice du pouvoir. On détient un pouvoir central et on le redistribue et on doit être attentif aux autres et de manière équitable. Et à la fois, si on observe finement, si on fait de la micro-sociologie du maté, c'est quand même souvent les mêmes, souvent les hommes, souvent des personnes en posture de domination du maté qui gèrent le maté. Il y a un peu mais donc il y a une métaphore aussi de comment s'exerce le pouvoir dans la société de manière générale, quoi. Il y a un truc un peu comme ça où on retrouve quand même les fléaux de la société dans la manière de... Mais c'est vrai qu'on pourrait s'en inspirer pour le format, quoi. Et mais est-ce qu'il y a des tentatives de prise de pouvoir? Et ouais, il peut y avoir des coups d'état du maté. Il peut y avoir des... Alors, dans un groupe et qui serait un peu symbolique des dynamiques du groupe en fait. Celui qui arrive à prendre le contrôle du maté arrive du coup à s'imposer aussi dans le groupe. Un truc comme s'il y avait un peu une opposition et donc on voit surgir des leaders d'opposition, souvent celui qui va crier « Hey, te dormiste !» À la place de... Ouais, tu t'es endormi, fais tourner, machin. Et donc, comme ça, peuvent se créer, c'est vrai, des petites rébellions au goûter, là, de maté. Hey, t'es dormi, ouais, c'est dormi, là, quoi, c'est dormi. Et du coup, les hommes sont moins représentés, les femmes, pardon, sont moins représentées en tant que... Ben, je sais pas, pas envie de genrer la pratique du maté, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais qui est courant à toutes les pratiques de prise de pouvoir, en fait. Toutes les pratiques d'accès au pouvoir et de assumer la prise de pouvoir, où c'est quand même plus facilement des hommes. J'ai l'impression, j'ai l'impression, et je sais par des études et des lectures et des dialogues avec d'autres personnes, etc., c'est ce qui se passe dans la société, quoi. Les hommes accèdent plus facilement à des postes de pouvoir, donc accèdent plus facilement au rôle de cébador de maté. Je vous propose du coup, de déguster votre maté, et je propose de mettre en jeu le pouvoir, d'ailleurs, discutons de qui aura le jeu. Je vais pas m'approprier le pouvoir. Mais je vous l'ai donné. Ah, merci. Je vous l'ai donné. Je le récupère, alors. On se vous voit. Pardon ? On se vous voit. Bon, mon bon qui on se vous voit comme je vous... Non, on se voit avec ça. On s'amuse avec, je ne sais pas, comme tu veux. C'est vous qui me dites comme tu veux. Alors, je vais déguster. Je sais pas, je suis dans un rapport caméra, truc, est-ce que je vous vois, est-ce que mais ouais, mais la caméra est impressionnante. La caméra est assez impressionnante, alors qu'on parle comme ça tous les jours, finalement. En fait, c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à faire fi. Oui, faire fi. Mais en même temps, c'est difficile, tu n'en fais jamais vraiment fi à 100%. C'est amer, hein. Et alors, c'est assez amer, et là, en plus, on est sur un fond de paquet poudreux, de maté assez inconnu, mais qui a l'air assez artisanal quand même, donc potentiellement encore plus amer. D'accord, on est sur un maté d'herboristerie. Oui. Alors, de Montpellier, on est sur un maté, alors voilà, à en faire frémir tous les Argentins, à en faire frémir plus d'un ou plus d'une. On est sur un maté d'herboristerie, produit de beauté naturelle, mélange de Montpellier. Alors je pense qu'en fait on est sur un sachet. Non, on est sur vraiment un maté Montpellier. J'ai eu la confirmation, donc j'ai eu cette petite discussion avec Nina, et on me disait justement, ouais, mais elle avait du mal à trouver du maté en France. D'accord. Et on me disait, le seul endroit où j'ai réussi à trouver du maté, c'était en herboristerie. Donc je pense que non, c'est effectivement le sachet originel produit de beauté
Du coup, il y a marqué quoi? Ouais, c'était la quintessence, produit de beauté naturelle, mélange, 26 rue de l'Aiguillerie, Montpellier. Ok. Et alors attends, parce qu'est-ce qu'elle a du problème à trouver du maté en France, mais du maté français produit en France ou du maté en général? Parce qu'il existe, il y a beaucoup de magasins Ok. où ils vendent du maté à Montpellier. Ah, bah Importé d'Argentine. Ok. Mais du coup, je pourrais lui filer le plein de ça. Mais du coup, là, on est sûr quand même. Alors, là, ça, c'est un truc intéressant. Est-ce Ouais. qu'il vaut mieux consommer du maté local français produit à Montpellier? Voilà, ouais. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux importer du maté d'Argentine pour le consommer? C'est une question. Mais Quoi oui, qu'il là, arrive, là, un Argentin serait en train de. outré. Outré. Scandalisé. Scandalisé, je pense. Mais je sais pas, en fait, ça dépend le. Mais est-ce pourtant, que- t'avais pas tiqué, hein. T'avais pas tiqué sur la première. Enfin, tu l'avais senti bon au. Oui, non, au- mais parce que c'est du maté. Mais c'est ça ma question, c'est est-ce que c'est du maté produit à Montpellier, c'est ça? Je sais pas. Est-ce que ça existe en fait, le maté en France, la production de maté, c'est ça que je me demandais. Bah, apparemment. C'est pas marqué. Mais- Sur le. mais- L'adresse de l'herboristerie Montpellier-Rennes, après je sais pas, non, il n'y a pas plus d'infos. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Est-ce que, en fait, c'est deux regards différents? Est-ce qu'il y a un regard d'un côté culturel presque chauvin, c'est-à-dire que le maté c'est argentin, on consomme du maté argentin avant tout. Comment ça, je vais consommer un maté français, c'est n'importe quoi? Dans ce cas-là, on se dirigerait vers un maté importé et par respect culturel, qui me paraît un peu rigide quand même dans la vision. Et sinon, de l'autre côté, il y a la question de où est-ce qu'on produit, quel circuit de consommation, quoi. Et dans ce cas-là, on serait dans un circuit court qui est quand même valorisable, quoi. D'avoir, on aime le maté, bon, on peut produire du maté, en boire, et donc l'Argentin nourrirait au nez ou l'Argentine, mais on serait dans un circuit court. C'est quoi la plante à la base? C'est une plante, mais du coup, qui pousse un peu partout? Mais je sais pas, du coup, c'est pour ça que ça me pose la question, c'est que j'ai rarement vu du maté français, quoi. Mais c'est une herbe assez banale, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment... Certains disent des Français qui vont là-bas, qui reviennent, qui parlent du maté, disent que c'est du foin, par exemple. Tu vois, c'est vraiment une herbe qui pousse, qui sèche, qui a pas de spécificité, j'ai l'impression, énorme. Je sais pas, faut qu'on se renseigne. Je Ouais, bien. voudrais pas dire de bêtises sur le truc. Mais c'est une plante, c'est pas un mélange. Et alors, je sais pas si c'est une plante et qui, du coup, dans sa forme, comme par exemple, on va dire un poireau, quoi, qui a de sa racine très blanche jusqu'à sa feuille très verte. Et quand on fait un mélange de poireaux, une fondue de poireaux, on a... parce que dans le maté, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs types de feuilles. Donc, je sais pas si c'est une seule même branche qui est coupée et qui a différents endroits et différentes, donc... Ou alors si c'est un vrai mélange, je sais pas exactement. Non, mais c'est très bon. Hein. Et moi, il y a une des choses qui m'a beaucoup plu du maté, c'est que nous, en France, on a très la clope un peu sociale, tu vois. Et j'ai l'impression que le maté remplace un peu cette fonction. J'ai jamais été en Argentine, mais des discussions aussi que j'ai eues avec Flore, avec des Argentins, etc. Eux, ils sont très, justement, dans leur cercle de potes, quand ils sont assis, en train de chiller, en train de passer du temps ensemble, ils vont... Vamos a tomar un maté. Ils vont faire tourner le maté. Il y a ce truc de faire tourner aussi. Il y a ce truc de cercle, circulaire un peu, etc. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça remplace la clope. Je disais, c'est un truc tu compares à la clope et qui la remplacerait, mais ça... Je pense que ça la remplace pas vraiment. Alors je pense que je me permets un petit point logistique technique en même temps. Allez-y. Chaque fois qu'on va faire passer le maté, le claquer ici, on aura un petit pic de son. On enregistre quand même pas mal tout. Voilà, sachons-le. Ok. Amis auditeurs et auditrices, voilà, pardonnez-nous les mouvements de maté. Et oui. C'est le premier épisode. Hein. C'est donc le premier épisode, ouais, magnifique, c'est un honneur. Honneur, mon bon Zenki, de me retrouver ici avec vous. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Je pense que c'est important d'ouvrir la parole, d'ouvrir des nouveaux espaces de parole, en tout cas. On va voir ce qui se passe. Hein. J'ai aucune idée de ce que ça a donné ce podcast. Mais toi, c'est quoi le but profond c'est quoi le sens qu'il y a derrière tout ça là? Pourquoi faire ça maintenant, comme ça? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a avant tout quelque chose de personnel, où j'ai envie de m'alimenter de nouvelles influences. De mettre vraiment mon cerveau au contact d'autres personnes et de donner en fait un prétexte pour avoir des conversations longues, poussées, où on peut vraiment aller au fond de... Tu reprends pas? Et j'ai repris. Mais t'as été en express. Et le maté se pratique assez express. Assez express. Ouais, j'osais pas te dire, voilà, t'es là en machin sur le maté, hein, mais on aurait pu te dire, t'es dormi, t'es ok. Ok. Non, le maté se pratique, mais chacun là. J'étais à la pointe. T'étais à la limite, à la limite de la réflexion et tout. À la non, limite de mais la réflexion. le maté se pratique assez 2-3 gorgées,
hop, on fait tourner, on ramène à l'envoyeur, on fait tourner. Okay. Mais voilà, entre nous, pratiquement, on boit maté Montpellier, on peut adapter notre pratique à la Montpellier. Hein. Mais d'ailleurs, moi je trouve que c'est bien de remettre un peu en question les traditions. Je pense que c'est bien de prendre la tradition, ok, elle est là, et de la massacrer. Enfin, de l'honorer, tu vois, de la faire exactement comme ça doit se faire dans le rituel proposé, mais aussi en fait de proposer des variantes. Et en fait, l'humanité a toujours ces trucs-là, fusionner les choses, quoi. Comment ils ont commencé, tu vois, en fait, ils savaient pas, ça a évolué. Et donc je pense que rajouter une extrême lenteur, par exemple, le maté et changer ce rituel-là peut en fait être quelque chose de nouveau. C'est comme ça que la nouveauté est apportée. Complètement. Mais pour repartir sur l'autre sujet de pourquoi ce podcast. Ouais, le sens du podcast. Donc je pense qu'il y a quelque chose une sorte de quête personnelle d'avoir moi envie d'avoir d'autres influences dans ma vie. Et du coup, je pense que les autres personnes, donc toi, mais tous mes potes, mais aussi d'autres, je sais pas, j'aimerais bien discuter avec un astrophysicien. Bon, Stéphane, je pense que il passera par le... On est content, bien sûr. Il passera. Des philosophes, et genre, tu vois, il y a plein de gens, genre, j'étais en train d'être sur le site du CNRS, mais en France, en fait, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Oui, de l'ombre. Ouais, des gens de l'ombre, mais en fait, en France, on a... Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de le faire en français, parce que je pense que c'est là où il y a une sorte de... Il y a beaucoup de personnes qui adorent la discussion, qui sont très intellectuelles, qui adorent aller... mais qui ne se retrouvent plus du tout dans le format actuel télévisé de vas-y, t'as 15 minutes pour résumer 30 ans de ta pensée. Et avec ce côté, vas-y, la page pub, le buzz, la personne qui t'interrompt, et t'as plus le temps d'aller en profondeur, tu vois. Complètement. Donc je pense que là, c'est un format donc, où il n'y a pas vraiment de limite de temps. Donc on peut vraiment aller au fond d'une pensée. Donc ça, je trouve que c'est l'autre aspect aussi que j'ai envie de proposer. Et je pense qu'il y a un truc aussi avec la liberté d'expression. Je pense qu'on a un moment en France, là, en 2022, où je sens une petite tension autour de la liberté d'expression. Oui. Et je me dis que c'est le moment de m'immiscer, en fait, dans cette faille pour proposer des nouveaux espaces. Des nouveaux espaces de communication où on peut en fait s'exprimer librement et balancer ce qu'on a envie de balancer, quoi. Sublime, hein. Très bon esprit, très bon esprit. Un peu ça pour résumer, à la fois moi d'après même ce qui se passe dans ma vie, les mouvements, et à la fois je pense qu'il y a vraiment un problème autour de la façon dont les intellectuels, les amis, nous communiquent. Et l'accès à la qualité de l'information à laquelle on a accès, mec, c'est scandaleux. Enfin, on est dans un truc où c'est Hanouna qui a... Société de l'audimat, quoi. Ouais. Société de l'audimat, qui est pas nouveau, burlesque. Ce qui est pas nouveau, hein. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, de ça? Ouais, je suis complètement d'accord. Non, c'est franchement trop bien de proposer des espaces comme ça. Le podcast, on est content, full validé, quoi. Et oui, on est sur des formats courts où on caricature la pensée des gens. Là c'est flagrant et c'est hallucinant parce qu'on est en pleine période d'élection. Donc il y a eu toute la période de campagne où c'est hallucinant à quel point ça a été une non-campagne. Enfin bref, on va pas revenir sur ces trucs-là un peu bateaux là, mais ça témoigne quand même d'une manière de rentrer dans les idées des gens ou de proposer des idées au peuple, raccourci, caricaturé, comprimé, emboîté dans des formats, comme je disais, 15 minutes, avec des temps de parole à répartir de manière plus ou moins équitable, on l'a vu, et avec des endroits d'audience pas forcément très justes et à égalité, mais où c'est ça, où on est sur du format court, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait de l'audimat, que ça génère de l'argent, on est quand même sous un contrôle immense du biz, quoi. Du biz des médias et des grands patrons en fait, qui gèrent le business médiatique, quoi, qui doivent faire de l'argent, c'est le but, c'est pas forcément en fait informer, ça devient secondaire. Et non, c'est hyper important qu'il y ait des espaces comme ça où on ouvre, on parle sans limite de temps,
Ou tu vas pas me couper, ou je veux pas te couper, on va pas dire ah non, c'est pas le moment de... Et Bourdieu, il a fait une maxi vidéo qui est disponible d'ailleurs, qui s'appelle Sur la télévision. Et Bourdieu est décédé Oui, non mais c'était... Oui, d'accord, une vidéo ancienne. Une ancienne vidéo de Bourdieu qui s'appelle Sur la télévision. Oui. Et où justement, en fait, et c'est marrant parce que il demandait un format différent en fait. Il demandait déjà, mais ça c'était, je sais pas, dans les années peut-être... 2000, ouais. Et il disait, mais le format n'est juste pas adapté. Ouais. Il dénonçait déjà le fait que c'était un format qui n'était pas adapté à une personne qui a travaillé pendant 20 ans sur un sujet et que tu dois venir vomir en 10 minutes avec une personne qui t'interrompt. Ce truc d'être interrompu aussi. On laisse plus le temps aux gens parce qu'ils sont genre 15 chroniqueurs. Hanouna, c'est quand même le summum, quoi. T'as vraiment 10 chroniqueurs autour d'une table qui sont là. Oui, non, tu sais, le truc, oui, non. Tu sais, ils ont un petit panneau. Je vois même pas en fait concrètement, je vois la gueule du gars, je vois l'esprit, mais en fait, je vois même pas quelle est son émission, concrètement, qu'est-ce qui s'y passe. Enfin, j'imagine que c'est du full buzz. C'est du full buzz. Binaire, noir-blanc. Full buzz, aucune nuance. Oui, non. Tu sais, en fait, il y a un truc oui, non, où les chroniqueurs doivent donner leur avis avec un panneau oui et non. Super binaire. Et ils se coupent tout le temps la parole. Donc, ils laissent pas le temps aux gens de développer une pensée, d'aller au bout. Et en fait, il y a aussi dans le personnage, parce que c'est un personnage qui s'est donné Cyril Hanouna, de méchanceté un peu d'être et je sais pas si je pense pas qu'il est comme ça dans sa vie privée, mais tu sais, de tacler, d'être là en train d'être un peu mesquin, de faire des blagues qui piquent, tu vois. Il fait en fait, il fait à ses invités des blagues qui peuvent offusquer, tu vois, qui peuvent vraiment mettre très très mal à l'aise non seulement devant tout son plateau, devant tout son public, et en plus devant des millions de personnes, tu vois. T'imagines, enfin, il y a des fois où ça tourne un peu à l'humiliation, enfin c'est chelou, tu vois. Je sais pas, après voilà, c'est un format qui, je sais pas, moi j'ai ce truc de, en fait c'est le reflet un peu aussi de notre société, hein, forcément, et ce truc, moi ça m'a, je sais pas, ce truc de la méchanceté, tu vois, et c'est très en fait au collège, tu vois, on retrouve beaucoup cette méchanceté, tu sais, c'est... le truc animal de l'adolescent, un peu, où il faut faire clan, il y a un truc clanique comme ça, tu appartiens à un endroit, à un groupe, à un truc, une identité, donc tu dois casser, tailler l'autre, l'intérieur, l'extérieur, mais c'est binaire, c'est un truc un peu comme ça où il y a... Là on nous a poussé. Mais en fait, la société est construite comme ça depuis toujours, mais là, récemment, les quelques dernières années, j'ai l'impression qu'on est poussé à la binarité. Oui. Et donc, c'est là où moi, par exemple, je me suis senti hyper déboussolé ces derniers temps de crise sanitaire, sécurité globale, le rapport là, à l'État et au contrôle des citoyens, enfin, tout ce truc-là, Covid, etc. Confinement, il y a un truc où c'est poussé à la binarité, quoi. Dedans, dehors, oui, non, tu n'as le droit, tu n'as pas le droit, des limites, des frontières partout, un passe pour ici, c'est dedans, c'est dehors, là tu peux y aller, tu ne peux pas. Enfin, des choses comme ça où on crée plein de frontières partout, avec ce dedans, dehors à chaque fois, et où un manque de nuances, un manque de je peux peut-être faire ça en empruntant à ici et à là, et très dur de trouver des positions justes et équilibrées, non binaires. Et ce truc là ce truc du coup, pour revenir sur l'audimat, la télé, Hanouna, etc., enfin, comment ça se répercute sur la société, comment la société du coup demande aussi ça. J'ai l'impression que l'erreur, ça serait de tacler les gens, de dire c'est parce que les gens sont comme ça qu'on leur donne ça à manger. C'est un peu facile, je trouve. En fait, on est un peu tous victimes d'un grand monopole, oligopole qui est là, qui gère ces trucs là et qui impulse une manière de penser, une manière de diffuser, une manière de montrer les choses, de communiquer. Et au final, on s'adapte à ça et on devient demandeur de ces trucs-là. Mais en fait, les gens en soi ne sont pas binaires. L'humain n'est pas binaire. Non. Mais on nous donne ça à manger, quoi. C'est atroce. Ouais, je trouve qu'il y a ce... En fait, c'est comme si ça faisait appel à des choses extrêmement profondes au fond de nous et à laquelle c'est extrêmement facile de réagir. Et du coup, ça fait de l'audimat. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme les clics, les titres putaclic.
Ouais. Ça fait appel à la peur, à l'émotion, à la moquerie, à la grandiose, jalousie, aux grandes émotions, aux grandes normes, et du coup, et à des choses qui sont très profondément ancrées en nous. Aussi, par rapport du coup, aux réseaux sociaux, parce que la télé, en fait, c'est en train de plus ou moins de disparaître, enfin, c'est la tendance en tout cas. Les réseaux sociaux aussi, ça fait beaucoup appel à ça. Ça fait beaucoup appel à des mécanismes qui sont extrêmement profondément ancrés dans notre cerveau. Et avec des tests, avec l'expérience, etc., la télévision et les personnes qui sont à l'origine des réseaux sociaux ont trouvé de façon un peu spontanée ces mécanismes. À force de tests, à force d'échecs. Mais s'il n'y a pas... Moi non plus, je pense pas qu'il y a genre une espèce de complot de tout le monde qui veut... Non, c'est pas vrai. C'est juste, en fait, ça s'est fait organiquement. Eux, ils cherchent à faire de l'audimat, ils cherchent à faire des clics. Du coup, en fait, les humains réagissent extrêmement bien quand il y a du buzz. Donc le buzz, ça peut prendre le truc de l'amour, le truc de la peur, en gros. Et du coup, c'est ça qui est mis en avant, en fait. Et ils se rendent compte que, waouh, quand il y a eu tel épisode qui est sorti, et à ce moment-là, il y a eu un pic d'audimat, parce qu'ils peuvent le mesurer, donc tout est mesuré, etc. Et pareil, sur les réseaux sociaux, c'est encore beaucoup plus exacerbé, la façon dont tu peux mesurer, dont tu peux tester, etc. Donc tu le remarques, donc c'est ça qui est mis en avant. Oui, en tout cas, c'est logique d'intérêts convergents, où l'un veut ça, l'autre veut ça. C'est des intérêts convergents, on va à cet endroit-là. Des intérêts malsains convergents, enfin malsains, c'est déjà normatif, c'est un jugement de notre part, mais du coup, c'est pour ça que ça devient important d'impulser des nouveaux trucs, de voir ça, ok, et pas de ressasser, pas d'être dans la plainte, de dire ouais non c'est pas bien, même si on peut le faire, hein, on peut émettre, parce que ça naît aussi de ça, tu vois. Je pense que c'est important aussi que ça existe, de se plaindre, de ne pas être d'accord, de s'opposer. Le français adore ça. Alors, je sais, je sais pas quoi penser de ces théories de le français ou le machin quoi, j'en sais rien, mais c'est vrai que oui, culturellement, on se rend compte quand même que, je sais pas si c'est le français, mais déjà les occidentaux, peut-être plus en France, je sais. Tu vois, j'irais pas dire le français qui du coup qualifierait une étiquette sur une personne, un jugement sur un humain issu d'un territoire national, mais une zone géographique qui historiquement et culturellement peut-être a appris à... parce qu'en fait, il y a... Enfin, pardon, je plonge dans cette question plonge. Non, mais parce que c'est pareil, l'appropriation culturelle, le français, le truc. C'est vrai, j'ai l'impression qu'en France, on retrouve une pratique de plus se plaindre. Et je pense qu'en fait, c'est une histoire, c'est une sociologie d'une population qui, en fait, très rapidement a atteint des besoins primaires validés, des besoins secondaires validés, qui a accès à un niveau de vie en Occident et notamment en France, un niveau de vie très élevé, qui du coup, c'est un phénomène naturel, humain, que d'être en lutte contre quelque chose quoi qu'il arrive, et qui du coup, on a l'impression qu'on est des râleurs et des pleurnicheurs ou pleurnicheuses, qu'on se plaint toujours parce que c'est tellement un niveau aberrant en fait en soi de lutte, dans certains cas quotidiens, quoi, qu'on se plaint pour rien par rapport à d'autres endroits ou d'autres populations ou d'autres pays, d'autres identités nationales qui en fait sont à des sociologies de développement complètement différentes par rapport aux besoins assouvis ou pas. Je pense que c'est plus ça, c'est pas le français qui est... Enfin, j'en sais rien, c'est une question aussi, hein, débattons-en, j'en sais rien. Moi, ça me dérange un peu à chaque fois ce truc d'assigner déjà le, pourquoi pas là, déjà le, pourquoi pas les, français, pourquoi pas occidentaux. En fait, tu vois, voilà, j'ai pas envie d'assigner. C'est un débat en soi, mais je suis d'accord que dans le territoire national français et les gens que je croise autour de moi, on a un truc de se plaindre, de pas être content, de râler facilement, de moins valoriser les choses, des petits bonheurs quotidiens. Peut-être que c'est notre regard aussi, il y a un truc sur le... moi j'ai souvent capté qu'en voyageant, on s'émerveille de choses qui n'émerveillent pas forcément les locaux, qui eux-mêmes vont être émerveillés ici, chez nous, de quelque chose que nous on râlerait. Enfin, il y a le regard aussi par rapport au mouvement, par rapport à où est-ce qu'on est ancré, par rapport à où on a grandi, par rapport aux repères, à la routine. Je sais pas, voilà, c'est pour ça que j'ai plongé dans ce débat pour essayer de déconstruire le truc du le français, le machin. Et que je pense que c'est des trucs plus complexes, quoi. Ouais, donc clairement j'aurais pu dire les Français ou les Français et les Françaises, d'un esprit d'inclusion qui est aussi un truc à la mode dont on pourrait débattre. Mais c'est important, c'est hyper important. Et sur ce truc des Français, alors c'est un peu les Français, on a, je pense, c'est un peu les défauts de nos qualités. Tu vois, c'est-à-dire que il faut trouver, je pense, en fait c'est génial.
Moi, j'adore qu'on remette en cause, qu'on soit en train de se plaindre, qu'on soit en train de remettre en question, de penser ce truc très intellectuel, très rationnel, Et le problème de ça, c'est que des fois, ça impacte un peu ta joie de vivre, ça impacte ton bonheur, etc. Et du coup, je pense que, en tout cas, c'est à titre parce que les Français, voilà, pour faire des clichés un peu destructeurs basiques, font la gueule. Enfin, alors, attends. Il y a ce côté, cet aspect, du coup, qui j'ai l'impression que l'un fait écho à l'autre. C'est-à-dire que les Français se plaignent beaucoup pour essayer d'améliorer leur société, ce qui a des effets extrêmement bénéfiques. On est tout le temps dans la rue, on fait tout le temps grève, on veut on veut être mieux payé, on veut travailler moins, on veut bouffer moins de glyphosate, on est dans la revendication permanente. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de voir des trucs améliorer. C'est génial. Ouais, c'est génial, c'est nécessaire. En fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et on a un niveau d'exigence qui est tout le temps, c'est comme s'il y avait un engrenage et un mécanisme où c'est difficile après de revenir en arrière. Et ce qui a permis quoi ? Ce qui a permis des avancées sociales. Donc en fait, c'est extrêmement positif, je pense, parce que ça emmène des avancées. C'est-à-dire que globalement, tu reprends notre société aujourd'hui versus la société il y a 100 ans. Je me permets un mini point technique de baisser l'entrée micro qui du coup là on est en train de s'emballer dans la conversation. Quelques petits pics apparaissent, je me permets. Voilà. Permettez ? Oui, je permets évidemment. Permettez ? Vous permettez ? L'entrée micro un tout petit peu pour éviter les petits pics. Allez. Donc. Emballons-nous. Emballons-nous. On est là pour nous emballer. Emballons-nous. Allez, on s'emballe. Allez, on s'emballe. Putain, on pourrait sortir le hang. Mais non, mais on pourrait sortir le hang si tu veux, bien sûr, ouais. Et ouais. Terminons nos sujets culturels, nos étiquettes françaises, nos machins, et après on peut sortir les clichés, mais c'est... En fait, bon... Te dormiste? Me dormí, papi, perdón. Se duerme, tipo se duerme. Mais en fait, tu le one-shot. Ouais, tu le one-shot, double shot, quoi, et... Toi, t'es sur 2 shots. Ouais, c'est du 2 shot max, ouais. C'est du 2 shot max. 2 shot max. Putain, moi, je pensais que c'était du mini-shot. Et mais c'est 2 shots max, mais qui sont déjà des mini-shots, et en fait, voilà, on a un bruit... Voilà, c'est une qualité de son typique d'une fin de matinée qu'il faut aller jusque-là. Nos auditeurs... Là, c'est fini ? Ouais, quand même. Est-ce que tu penses que nos auditeurs apprécieraient le petit bruit du matin ? Je pense qu'ils l'ont déjà, mais alors on peut proposer la qualité sonore finale du maté qui vient dire, voilà, là, le maté, je dois le passer. Ça y est, donc quand ça crépite en bulle comme ça, c'est qu'on est en fond de truc, c'est la fin, on fait tourner. Sublime. Alors, donc on était sur l'esprit... L'esprit de la lutte, jamais content, jamais le français content. râleur. Ouais. Donc c'est très positif parce que ça pousse la société vers le haut. Donc 1936, le Front populaire, le Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, ce sont des avancées... Les congés payés. Les congés payés, oui. Sont des avancées qui ont été permises grâce à des gens qui n'étaient pas contents et qui exigeaient, qui se sont rebellés, qui ont dit vas-y, viens, on veut une autre société. Et aussi ce mécanisme disons, d'exigence permanente des Français, pour rester dans le milieu cliché, mais en fait qui est partout, hein, mais peut-être plus prononcé en fait chez nous, en fait nous fait bader, nous rend un peu tristouille, tu vois, parce que du coup t'es jamais content, t'es jamais satisfait, et ce truc, on vit dans une perpétuelle insatisfaction. C'est-à-dire que là en fait, si on fait abstraction de ce qui se passe, de la situation horrible dans laquelle on vit, en fait, et si tu le regardes peut-être sous une... donc 2022, entre les deux tours, Macron-Le Pen, bref, la guerre en Ukraine, mais en fait, si tu le mets sous une perspective du temps long, et bien en fait, peut-être que on n'a jamais eu un accès aussi important aux soins. Bon, même si sur les peut-être 10 dernières années, 20 dernières années, ça s'est dégradé, mais sur le temps long, en fait, c'est exceptionnel. On peut aller à l'hôpital de façon gratuite et avoir quand même un bel accès aux soins. Pas pour tout le monde, mais etc. On a, par exemple, un taux de meurtre, j'en sais rien, qui est peut-être un des plus bas des 100 dernières années. Sur le temps long, on est putain de bien. Mais sur le temps court, là, on est dans une crise de fou, quoi. Et en fait, l'équilibre à trouver, c'est, oui, ayons
cette envie d'améliorer les choses, d'un côté, et en même temps, que ça ne nous empêche pas d'être content au quotidien, que ça ne nous empêche pas d'être aimable. On est content, et ouais, il faut être super content. Et que, en fait, le coup à jouer, il est de faire ces engagements, enfin de s'engager dans la rue, de s'engager au quotidien, dans des manifs, dans des projets, pour faire changer la société, et que ça soit aussi en harmonie avec un bien-être quotidien, des sourires, être aimable, être en harmonie avec ses voisins, être serviable, aider un peu, sourire, tu vois. Et c'est ça où... Et tu le retrouves beaucoup à Paris, tu vois. Moi, j'étais choqué sur plusieurs trucs que j'ai vus à Paris. Et donc, plus tu as cette... je sais pas pourquoi il y a ce truc à Paris, cette ambiance un peu... Ouais, il y a une densité de population énorme, la ville est grande, il y a plein de trucs. Mais oui, moi, je suis complètement d'accord. Je fais deux trucs. Complètement d'accord sur l'équilibre, harmonie, là. En fait, il y a un truc à trouver entre la rage, la colère et la joie, l'amour, tout cet équilibre-là. L'un nourrit l'autre mutuellement, c'est génial. Et après, donc deuxième point, juste pour revenir sur le truc, parce que c'est les Français qui sont comme ça, et pour donner pour aller dans la finesse du débat. En fait, c'est plus complexe, quoi. J'ai l'impression que ce format existe en France aussi, d'être à la fois dans la lutte et à la fois heureux, ou d'être dans des conditions sociales horribles, mais quand même heureux. En fait, moi j'ai rencontré plein de Français ou Françaises, si on veut les qualifier comme ça, parce qu'ils sont nés sur le territoire national français et qui ont des papiers français, mais qui sont d'origine autre que française, qui ont des parents par exemple issus de plein d'autres pays différents, où en fait il y a cette culture de la joie, du voisinage. Moi j'ai eu affaire à plein de rencontres de Françaises et Français. Ça existe aussi en France, en fait. Ce que je veux dire, c'est que élargissons le concept de qui est français, française, qu'est-ce que c'est la joie, où c'est qu'on la trouve. Et je pense à des endroits justement de densité de population. Il y a des grandes villes comme Paris, centre-ville, etc., qui est atroce. Et il y a aussi d'autres endroits de densité de population qui sont atroces pour certaines conditions sociales, les grands ensembles en gros, les grandes tours, les grands guets, tout ça, qui sont atroces pour les conditions sociales, urbanistiques, etc., mais où pour le coup, il y a certains moments de joie qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les grandes villes. Enfin, il y a des moments en tout cas de fédération collective, de communauté, ce truc-là, de faire communauté, le communautarisme. Enfin, moi je vois d'un œil très positif le communautarisme. En fait, c'est magnifique. Alors, peut-être qu'on enclenche un débat quand je dis ça, j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression que justement, ce truc de la joie, l'équilibre, l'harmonie entre rage, colère, lutte, s'opposer, faire contre-pouvoir, contrebalancé par la joie, la ritualisation d'un collectif, le voisinage, le sourire, etc. J'ai l'impression qu'il y a un point à mi-chemin qui est le communautarisme. Alors, on va en débattre, on va voir, mais sans tout ce que les médias veulent nous faire croire autour de ce terme, sans tout ce que la récupération politique a fait de ce terme-là, je ne parle pas d'un communautarisme qui serait excluant, qui serait que contre, mais un communautarisme en fait qui permette d'être à la fois contre la lutte dont on parle et à la fois avec, ensemble. Ça fédère, le communautarisme, je le vois d'une manière, on partage une culture, une langue, une manière de voir le monde, et on se fédère autour de ça, et ça crée des espèces de mouvements collectifs magnifiques. Les gilets jaunes sont une communauté, tu vois ce que je veux dire, par exemple, ça. J'ai pas envie de rentrer dans les gens qui pratiquent l'islam sont une communauté. Là, on est dans une récupération politique énorme, où justement on essaye de nous faire croire que c'est atroce le communautarisme, et que les gens qui se rassemblent en communauté, elle va être forcément religieuse, et la religion va forcément déraper, le dérapage est forcément belliqueux, le belliqueux est forcément terroriste. On arrive très rapide, tu vois, en 4-5 mouvements, on passe de communautarisme à terrorisme. En fait, rien à voir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment au milieu entre lutte, colère, rage et joie, amour collectif, le communautarisme. Et je défends à fond ce concept de faire communauté. Oui, et le problème c'est que c'est galvaudé maintenant ce terme de... Voilà. C'est récupéré, c'est utilisé, c'est détourné pour décrédibiliser certaines populations. Tu mets l'eau à la base de la... Exactement. La base du petit... Alors ouais, on va faire petite parenthèse maté, j'arrive. En fait, donc là ça y est, en fait, par le fait qu'il y a eu très peu de quantité de maté, on n'a pas réussi à monter le maté comme il se doit. Mais en général, on parle de la montagnita. Il y a une petite montagne de maté sèche qui reste sèche le plus longtemps possible ici. Et qui vient petit à petit
se faire rogner par le maté, par l'eau qui est déposée en bord de Bombicha et petit à petit vient rogner pour garder au maximum le maté sec et renouveler en fait la qualité de l'herbe qui sinon là il est lavado déjà parce qu'il était trempé dans son C'est extrêmement ensemble. technique. J'ai vu que Très technique, j'inonde proche de la Bombicha, c'est Okay. technique. Je ouais. le fais par réflexe, ça n'a plus de sens parce que le maté est déjà lavado, mais par réflexe je vais près de la bombiche quoi. Alors, l'idée de communautarisme, oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Enfin, il y a ce... Non, sois contre pour l'esprit du débat. Et justement, Je rigole. mais non, mais justement, je pense que c'est encore un défaut de la télé, c'est que t'es obligé d'être contre. Bien sûr, parce que là, vu qu'on est à la télé, je voulais proposer à nos auditeurs et auditrices oui-non. Ouais, Je mais rigole. c'est trop chiant en fait. Je rigole. C'est trop chiant de s'opposer nécessairement pour l'esprit du buzz en fait. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, si moi je suis plutôt d'accord avec toi, mais encore une fois, avec peut-être quelques nuances. Des petites nuances, ouais. Quelles sont-elles? Mais c'est même pas. En fait, c'est plutôt j'ai envie de construire sur ce que Continuer, t'as dit. ouais, construisons ça. Plutôt. Et je pense qu'en fait, depuis. J'ai même pas envie de mettre de date, mais peut-être 1789 en France, pour être dans un contexte français, où on a dit on va être français. Mais en fait, avant ça, on n'était pas français. On était breton, on était basque, on était gascon, on était occitan, provençaux, nanana. Et peut-être c'est encore beaucoup plus exacerbé, tu le revois en Italie un peu, tu le retrouves. Mais bon, bref, pour rester sur un contexte français, et on a cherché, du coup, on est devenu français. C'est-à-dire qu'il y a eu une transition où il y a des jours, où ça s'est fait sur quelques dizaines d'années en fait, hein, où on va parler français. Et les langues, je crois que c'était Mitterrand c'était dans les années 80, qui a réautorisé les langues régionales. Ouais. Au Pays Basque, tu as les Ikastola, où tu peux parler basque. Et en fait, et en Colombie, mais ils ont tellement compris ça, mec. En Colombie, ils ont compris le coup à jouer, en fait. Le coup à jouer, il est sûr, c'est des communautés de langues, de cultures, mais qui ne sont pas excluantes. C'est-à-dire que c'est... ouais, moi je suis basque, et j'adore aussi le béarn, et en fait j'ai envie d'apprendre sur la culture provençale. Viens, je te montre moi mes dels, je te montre ce que j'aime, et vas-y, et après je vais chez toi et je bouffe ta bouillabaisse, ton truc, et moi je te fais bouffer mon poulet basquaise. Bien sûr. Et en fait, moi j'aimerais trop qu'on remette en avant nos danses régionales, nos bouffes régionales au service. Mais en fait que la communauté française soit constituée de cette diversité de communautés régionales. Ok. Et là, et avec ces sous-communautés, la communauté musulmane, putain, tu vas faire... ok, il y a des gens, en fait, il y a 5 millions, je crois qu'il y a 5 millions de musulmans en France, qui font un ramadan. Et ben trop bien en fait, c'est quoi ce ramadan? Moi j'aimerais trop, j'en ai jamais fait, tu vois. Mais pourquoi pas faire un ramadan, aller aussi checker ça et que ça soit en fait sur ce syncrétisme, sur ce mélange un peu des valeurs et des waouh. Et en fait, moi je prends trop l'exemple de la Colombie parce que eux ils ont ça là-bas. C'est-à-dire qu'à l'école, t'apprends les danses des autres régions. Donc les gosses à leur kermesse d'école, tu les vois, ils dansent la danse de Cali, ils dansent la danse de Medellín, ils dansent la danse de Buenaventura, de nanana. Et en fait, ils en font une force. De cette diversité de communautés ou de différences culturelles, ils en font un truc génial. Ouais, je vois le truc, ouais. Et du coup, quand tu voyages là-bas, tu connais les trucs, tu connais les codes, mais tu ne connaîtras jamais aussi bien qu'un mec... qui a grandi dans cette culture-là, cette communauté, ouais. Et donc, mais ils savent danser ensemble. Ouais. Ils connaissent la danse, ils connaissent et ça passe beaucoup par la danse d'ailleurs. Ok. En Colombie, bien sûr. Dans les écoles en fait, parce que les gosses ils adorent ça, c'est très... Tiens, je m'endors sur le matin. T'es dormi, Mais dormi. Mais non, mais c'est intéressant. Pour continuer à construire du coup sur ce sujet-là, moi j'ai mis une petite nuance, c'est que dans ma vision de la communauté et de fait de valoriser le communautarisme, comme cet endroit de réunion entre la colère, la rage, la lutte et la joie, le vivre ensemble et l'amour, moi j'y vois pas forcément une nécessité de le faire rejoindre la communauté nationale. Parce que j'ai l'impression que c'est deux communautarismes quand même assez différents et qui naissent vraiment pas du même endroit. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un côté toujours récupération, contrôle, manipulation des identités par le fait que
la communauté nationale propose ou met en œuvre, quand je dis communauté nationale, la nation, au-delà même de l'État, l'identité nationale, quoi. En quoi les Français, Françaises vont mettre en valeur les identités régionales et de l'une à l'autre on va la connaître, et je trouve que c'est très beau ce mécanisme, s'il naît naturellement. Le communautarisme dont je parlais tout à l'heure, c'est un communautarisme qui naît d'en bas, en fait, qui naît depuis la communauté elle-même, qui naît de fait par les gens en fait qui sont entre eux, qui se retrouvent par intérêt, qui peut être culturel, qui peut être religieux, qui peut être sportif, qui peut être social, d'une lutte particulière, qui peut être transversal aussi. Toutes les luttes sont intersectionnelles maintenant de toute façon. C'est un mélange de choses qui va réunir des gens, les fédérer autour de quelque chose et qui va leur donner à la fois l'envie de lutter et de s'unir entre eux dans l'amour. Et moi, j'y vois pas forcément une nécessité à ce que... j'ai l'impression au contraire. J'ai l'impression que c'est déjà ce qu'essaye de faire une nation, le leur de... chaque région a son identité, sa culture, faisons-les se rejoindre autour de cette grande identité nationale, la France. Et je trouve que ça, c'est ça qui est limitant, c'est ce autour de la France, ce truc qui vient d'en haut en fait, et qui chapeaute tout ça. J'ai l'impression qu'une communauté, elle a d'autant plus de force là où elle est spontanée en fait, là où elle est de fait. Là, elle est dans le vif du truc, là où elle est, on habite là ensemble, on est entre voisins, ah tiens, on a la même lutte, on a la même culture, on vient du même pays, nos arrière-grands-parents, on vient, hop, et boum, on fait communauté. Et communauté se crée. Après, évidemment qu'il y a les communautés de langage, et évidemment que c'est important de la part d'un État, pour le coup, donc là c'est au-delà, c'est différent de la nation, c'est important qu'un État protège les langues, ça, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur le basque, le provençal, dans les écoles on apprend à parler, ou les danses, c'est un peu le même projet, quoi, c'est de protéger certaines choses qui ont été saccagées à des moments, certains traits culturels qui ont été saccagés. Pour le coup, pour moi, il faudrait que ça s'arrête là. Le rôle de l'État, c'est de protéger ces choses-là et de donner aux acteurs les moyens de faire survivre ces pratiques-là. Par contre, s'il y a un discours de « Regardez, faisons se rejoindre toutes ces choses-là ensemble, communiquons pour créer cette grande nation, France, qui est multiple », pour moi, ça sonne un peu creux et un peu faux parce que c'est descendant, parce que ça naît depuis en haut, depuis l'identité nationale qui n'est pas celle qui se vit dans le quotidien. Et j'ai l'impression que dans cette lutte du communautarisme, dans comment je le vois, il y a même au contraire le besoin de casser ce lien-là, qui est déjà très présent, on est déjà tout le temps dans comme tu disais, en 1789, on s'est servi d'un symbole républicain pour en faire une nation, pour la France, pour nous unir à des endroits où on n'est pas unis en fait, il n'y a rien qui unit, il n'y a rien a priori de national qui unit un docker de Dunkerque avec un docker de Marseille, si ce n'est que les deux ont un métier de docker et éventuellement, s'ils le souhaitent, ils peuvent se réunir autour de ce projet-là, de métier qu'ils ont et qui les passionne ou pas, ou j'en sais rien, mais en soi, cette identité nationale, elle est fictive, elle est au service d'un projet quand même assez dominant, assez descendant, de réunir, de fédérer les gens pour qu'ils adhèrent à l'État, qu'ils adhèrent à leur nation, qu'ils adhèrent au projet global. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite lutte à avoir dans le déconstruire ce truc-là au sentiment national et de respecter les communautés en tant que communautés juste ponctuelles comme elles sont, spontanées, qui se défendent, qui sont très mouvantes en fait. Qui sont très mouvantes. C'est là où le truc national, pardon, pour finir, vas-y. là où le sentiment de communauté nationale, en fait, il est figé. Il est autour d'une identité figée, d'un drapeau, d'un chant national, d'une couleur, d'un territoire. C'est très figé, figé. Il faudrait que ça perdure dans le temps. Il faudrait que, historiquement, en 1789, on a lutté pour ce territoire, et puis le sud de l'Espagne. Et puis... Non, une communauté, là, ce qu'elle a de beau, c'est de sa spontanéité, c'est la manière dont elle vit, c'est la manière dont elle se transforme. Alors, contre ce sentiment national d'uniformisation, quoi, justement. Ouais. C'est vrai que en France, on a... Alors, moi, j'aime bien le coup de... Parce que c'est des communautés imaginaires. Donc, une communauté, Exactement. elle imagine. Que ce soit les Basques, les Bretons, les Provençaux, c'est des communautés imaginaires. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas vraiment de façon tangible. Et justement, il y a des symboles. C'est-à-dire que le drapeau... Et d'ailleurs, on retrouve le truc des drapeaux sur les communautés qu'on vient d'évoquer. Et en France aussi, on retrouve cette idée de drapeau. Et en fait... Moi, je suis très partisan de ce que tu viens de dire sur l'aspect, le manque de mobilité, le manque de mouvement et le truc, la rigidité figée. Et notamment, ça, on le retrouve beaucoup dans l'Académie française. Putain, on n'invente pas assez de nouveaux mots. Il n'y a pas assez de néologismes. C'est-à-dire qu'il y a...
je sais pas combien ils sont, mec, mais ils sont genre 50 ou 200, ou bref, un très petit nombre en fait de personnes qui prétendent pouvoir être qui ont une sorte de légitimité à mettre des nouveaux mots dans le dictionnaire. Mais en fait, ils sont tellement déphasés avec la réalité du terrain ouais, ça c'est l'archétype, l'Académie française. Ouais. Et eux, ils sont donc c'est des gens vieux, blancs, hommes, donc un peu éduqués, diplômés, parisiens, j'imagine, dans leur majorité, même si je connais sûr. pas exactement les chiffres, tu vois, mais j'imagine que ils ont toute une ils ont le poids de l'histoire sur leurs épaules et ils ont en moyenne 70 ans. Donc ils sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Et alors que aux États-Unis, ils ont tellement une facilité à inventer des nouveaux mots, c'est impressionnant. Okay. J'ai pas la vision du langage états-unien, tout ça, je sais pas. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ils arrivent à créer des mots. Et t'as pas une sorte. Et c'est très rapidement récupéré donc, par. Donc il n'y a pas d'académie, c'est-à-dire comment la création d'un mot. Ben je pense que ça remonte très vite du terrain. Donc il y a cet aller-retour en fait, très rapide. Donc tu disais, un des problèmes c'est la hiérarchie, c'est le fait que ce soit figé. Et en fait, aux États-Unis, sur ce cas spécifique des langues, je connais pas sur le reste, mais sur ce cas spécifique des langues, tu as une sorte d'aller-retour très rapide entre la base et la hiérarchie. Ouais. Entre la base de la pyramide et les gens qui vont prendre les décisions. Et donc tu as mais Obama, c'était le roi de ça, d'arriver à réutiliser des mots très nouveaux. Dans des discours, et ils ont une facilité au néologisme. Peut-être que c'est lié aussi à la langue en soi, qui permet peut-être plus, peut-être qu'aussi ils sont plus près des nouvelles technologies, etc. Mais bref, peut-être que le coup à jouer serait, pour moi, du coup, ça serait, on manque de faire vivre cette communauté française et forcément, moi je pense que chaque communauté elle est imaginaire, elle est artificielle entre guillemets, et que c'est plutôt que ça soit juste, que ça naît du bas, qu'il y ait ce va-et-vient, cet aller-retour entre le bas et le haut, qui servirait un peu parce que tu vois, t'as une académie basque aussi, t'as des académies de, je sais pas si t'as une académie de provençal ou une académie bretonne, tu dois y avoir. Alors, je sais qu'il y a une académie basque. Ouais, c'est sûr. Mais si cet aller-retour il fonctionnait mieux, ce va-et-vient d'informations, etc. fonctionnait mieux, peut-être que ça se mettrait justement au service de la communauté, tu vois. Ouais. Pourquoi un aller-retour, en fait, c'est ça que je questionne, moi. Quel est le sens de cet aller-retour ? Ouais, peut-être qu'il n'y a pas de sens. Parce qu'en fait, non mais, moi, du coup, là où je me questionne derrière, c'est en fait, cet aller-retour, il est seulement freinant. Il sert seulement l'intérêt national d'un contrôle de l'Académie française qui viendrait légitimer un nouveau mot ou pas. En fait, quand tu dis que c'est imaginaire, c'est vrai, mais la communauté nationale est imaginaire. La communauté du quotidien, de petits gens entre eux qui spontanément, et en mouvement, mais s'organisent et font communauté, c'est-à-dire ont une langue commune, se mettent des règles communes entre gens qui habitent proches et en circuit court, et font une action ensemble, voilà. Mais ça, c'est très concret, en fait, c'est pas si imaginaire que ça. Et pour le coup, ça, c'est hyper vivant. Moi, vraiment, au quotidien, je découvre des nouveaux mots de gens autour de moi. Ouais. C'est hallucinant. Par exemple, à Marseille, le genre de mots que t'entends... C'est quoi tes nouveaux mots un peu là ? Mais là, c'est un mot que je commençais à utiliser déjà à un moment, tout ça, mais le bomber. Bomber, en bombe... se faire bomber je sais pas quoi. C'est quoi ça ? Moi je sais pas. C'est le truc de en fait donc, et ce qui est beau c'est qu'il y a une libre interprétation de chacun face aux mots, comment tu peux l'utiliser, tout ça, mais genre voilà l'effet d'une bombe, on sait tous quel est l'effet d'une bombe, quoi, ça explose, ça pète un deux. Donc à la fois arriver en bombe, ça peut être arriver vite et fort dans le chaos, ça peut être arriver justement en place, j'arrive en bombe, se faire bomber, ça peut être dans le rapport belliqueux de bagarre, bon bref, mais c'est un mini-exemple parmi plein d'autres, mais au-delà de juste dire « Ah ouais, à Marseille, nanana », ou je sais pas où, moi, au sein de mes potes, je vois comment le langage évolue, les expressions qu'on utilise, les surnoms, la manière de terminer un mot, de mettre un petit apostrophe S après un truc, de l'enlever, nanana. En fait, les langues, elles vivent déjà énormément, et il y a beaucoup de mots, et je trouve que la langue française le permet justement, particulièrement, de s'amuser. C'est une langue très, 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 très riche. L'argot, le verlan. L'argot, le verlan, qui commence à exister dans d'autres langues. Par exemple, en Argentine, il y a quelques temps, où j'ai vu mes potes d'Argentine commencer. Vamos a tomar un feca, on va boire un café, beaucoup plus tard que nous, le verlan, mais qui commence à arriver. Mais nous, du coup, on est assez pionniers dans ce truc de j'en sais rien en fait si on est pionniers, mais
moi j'ai l'impression que je l'utilise depuis beaucoup plus longtemps que dans certains autres endroits. Au-delà du verlan, les expressions, la transformation de ces expressions, les mots, les accents, en fait c'est très 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 vivant, j'ai l'impression. Et c'est justement là pour moi qu'il y a un truc à détruire et à dégommer en termes de lutte. En fait c'est une lutte, c'est une position, c'est une vision du monde, quoi. Mais dégommer l'Académie française complètement, parce que du coup c'est ça, c'est cet aller-retour illégitime, le fait que des hommes blancs, vieux, éduqués, de familles françaises sur beaucoup de générations, viennent poser un regard et un accord, poser une valeur en fait sur oui ou non, ce mot devient un nouveau mot, ce mot ne le devient pas, ça oui, ça non, avec une lenteur en plus institutionnelle, donc on connaît les lenteurs institutionnelles, le mot, le bombé, demain c'est un autre nouveau mot, et le après-demain c'est encore un autre nouveau mot qui jaillit. C'est ça qui est dans cette spontanéité-là de faire communauté où les gens entre eux jaillissent et vivent leur communauté. En fait, pour moi, ce regard et accepter que ça existe, à partir du moment où on le voit, on l'entend, donc ça existe, est suffisant à définir une communauté et à dire ça existe. Et on n'a pas besoin, au contraire, on n'a pas besoin de légitimer par qui que ce soit une académie super normée, hétéronormée, à fond, blanche, vieille, qui va dire oui ou non. Cet aller-retour-là, il est à détruire, quoi. Et oui, il y a une tradition historique de la langue française qui est une exception culturelle française et tout. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de transformations sur le terrain de cette exception culturelle de la langue française et de la culture française. La culture française, en fait, elle est fusion maintenant. Il y a plus ce truc de la baguette, le pain, le vin... et le beau parler, on ne fait pas de fautes d'orthographe et machin. Non, les gamins à l'école ils font des milliards de fautes d'orthographe parce qu'ils entendent des sons différents là où ils habitent, parce que dans la musique qu'ils écoutent ça sonne différemment, on utilise d'autres mots, parce qu'ils ont peut-être moins la pression ou d'une éducation où il faut réussir, etc. Parce qu'on a détendu peut-être les méthodes éducatives, je sais rien quoi, mais voilà, évoluons avec. En fait, il y a des fautes d'orthographe, il y a plus... Enfin, pour moi, c'est rigide, et justement, ce truc-là de valider par un aller-retour avec l'Académie française, c'est ça qu'il faut détruire, et c'est ça qui empêche, c'est ça qui maintient le contrôle des communautés sous le prisme de la communauté nationale. En fait, on va unir tout le monde, etc. Faux, complètement faux. On va juste mettre en place une société de peu de gens, dominante, qui tient en place un système et qui contrôle la manière dont évolue ce système, alors que ce système au quotidien il jaillit dans tous les sens, il est organique, il pète, il explose, il revient, il se défait, il se reforme. Je sais pas, voilà, là pour le coup nuance et petite opposition sur l'aller-retour à faire. Je suis pas forcément pour ce truc de l'Académie française. Si c'était une académie beaucoup plus vivante et représentative des citoyens et de ce que c'est que la langue vivante, ouais. Mais en soi, en tant après, c'est comme si eux, ils validaient en dernière instance l'apparition des nouveaux mots. Et ils les mettaient dans le dico, et voilà, en fait. Ouais, et pourquoi ? Et après, il faut savoir, pour avoir un registre des nouveaux, c'est quand même... En fait, c'est un peu les mecs qui sont là, ils s'assoient ensemble, ils disent « Ouais, les nouveaux mots, bon, celui-là, on le prend, etc. » Ouais, la réflexion est intéressante, mais après, en fait, il est dominante à souhait. Ils sont pas en train de dire. Après, si, ils peuvent le dire. Ils peuvent dire oui, ce mot-là n'existe pas. La Covid. Tu sais, en fait, c'est. Voilà, mais on est sur des trucs comme ça. Et juste avant de revenir sur ça, j'aimerais bien qu'on parle de des accents aussi. Les accents, ouais. Et notamment, on est sur une fin de matin. On est sur une fin de matin, non, plus d'eau. Bon, mais voilà, je te laisse prendre la dernière goutte. Est-ce que tu te rappelles, on avait parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est intéressant de partager ça, cette expérience de quand tu t'es fait tracher ton accent en première année de Sciences Po de culture générale. Oui, bien sûr, grand événement. Quand tu t'es fait tracher ton accent avignonnais. Ouais, bien sûr, petit accent provençal là, qui avait été qualifié d'accent marseillais déjà, et qui en fait, oui, c'est le même accent, c'est l'accent de la Provence quoi, entre Avignon et Marseille, des mini-nuances, mais t'as un accent sud-est que les gens identifient rapidement. Oui, grand événement, mais qui pour le coup a contribué à renforcer mon sentiment de communauté. Hein. Ouais. Mon sentiment communautariste du sud-est, de la Provence. Du coup, juste pour le rappeler, si des gens écoutent, etc. En fait, c'était un événement où, première année de Sciences Po. À Bordeaux. Donc voilà, au-delà de la ville, en fait, l'institution de Sciences Po est quand même assez normée. Il y a une manière de bien faire les choses et notamment de bien parler.
de bien communiquer. Et donc là, c'était un exposé, je sais même plus sur quel sujet. Ou une des premières interventions en fait, hein, culture générale. Très tôt dans l'année, peut-être. Très tôt dans l'année. Première conf qu'on avait eue. Très tôt dans l'année, où donc je passe un exposé sur un sujet en plus hein, qui me tenait à cœur, je sais plus exactement, mais je propose quand même d'aller loin dans la réflexion, le truc, je me donne sur le truc. Et en fait, ce qui ressort, c'est ça, ouais, c'est au-delà même du propos que j'avais tenu, du sujet, des informations, du débat proposé, machin. C'est vraiment, ouais, ton accent marseillais, ça le fait pas, là, il va falloir corriger ça. Et donc, choc. Là, on est sur un choc. On est sur une discrimination, en fait, avec le recul. On est sur une discrimination. T'imagines si elle avait dit la même chose avec ton accent arabe, ou ton accent guadeloupéen, ou ton accent... Complètement. Ouais, non, c'est atroce. Et donc, en fait, là où il n'y a pas de discrimination juridique, c'est qu'il n'y a pas... je crois qu'il n'y a pas eu d'acte, par exemple, de sanction type une note très très faible ou... Mais le propos est discriminant. On ne peut pas qualifier ça de discrimination, il manque l'acte pour que juridiquement, mais le propos est très discriminant. Et en fait, c'est marrant, moi, comment j'ai réagi à ça. Je me rappelle, essayer du coup pendant un petit temps de réfléchir à ça, de gommer mon accent, de jouer avec ce truc, et très rapidement, en fait, de prendre le contre-pied de ce truc-là, d'assumer complètement mon accent, qui en fait est incorrigible, incorrigible. Incorrigible on peut peut-être demander à l'Académie française. Je pense incorrigible. Incorrigible, hein. J'appellerai Eric Orsena de l'Académie française pour lui demander ce qu'il en pense. Peut-être les deux. Faisons du néologisme, incorrigible. C'est un accent en fait, il fait partie de moi. Alors il se passe que quand je suis à Bordeaux, que je suis entouré de gens, essentiellement venant de Paris à Sciences Po, différent de toi hein, du coup aussi, qui a quand même un bon accent et qui me fait du bien au quotidien, mais dans ce cadre-là, à l'époque, on est quand même entouré de gens de Paris, des profs de Paris qui ont un accent très neutre. Mon accent, il s'auto-corrige seul, en fait, et je me rends très bien compte au gré de mes allers-retours, ou ce que tu me disais parfois quand mes potes venaient d'Avignon avec ça. C'est incroyable. Je repartais parce qu'on se laisse influencer par l'environnement dans lequel on est. Mais en soi, mon accent est incorrigible. Et donc, très rapidement, en fait, je me rappelle à cette époque-là, prendre le parti inverse et jouer la carte du sudiste à fond. Je suis un Provençal, je suis Avignonnais, je suis pour l'Olympique de Marseille, je kiffe le foot. Et je me rappelle détourner des sujets type l'exposé d'après, avoir fait un exposé sur le football. D'abord sur le journal de la Provence. Oui. Journal de la Provence, donc des espèces de trolls comme ça où très rapidement, hop, je bifurquais vers un sujet intéressant sur la PQR, la presse quotidienne régionale, et les transitions qu'était en train de subir la presse quotidienne régionale, et en m'inspirant du journal de la Provence pour faire ce petit clin d'œil-là. Ensuite, sur les rites. Et je me rappelle comment j'avais réussi à créer un lien entre le football, Neymar, je me rappelle parler de Neymar déjà à cette époque-là, déjà Neymar au moment où il est très très jeune à cette époque-là, un néo-brésilien en train de débouler, et faire un lien sur les rites sacrés qu'il existe dans la célébration d'une réussite et le geste footballistique, l'état de grâce quand on fait une retournée acrobatique, etc. Bref, arriver à faire des liens à chaque fois, mais pour les niquer en fait, quoi, en mode ah ouais, je suis un sudiste de merde, j'ai un accent marseillais, bien sûr. Évidemment, en fait, grave. Une force. Et regardez, en fait, je vais vous parler de mes sujets, en fait, je vais vous parler de ma bofitude, carrément. Et je vais vous la sociologiser, je vais vous la rendre philosophique. Et en fait, c'est marrant parce que c'est très bien passé. J'ai toujours eu de bons résultats, moyens. On n'a jamais été dans les top 10, quoi. Mais on a toujours, j'ai jamais mis un seul rattrapage, jamais redoublé, toujours tout est passé. Et mon accent marseillais, il est passé. Tarpem bien, et les a niqués, et c'est ce qu'il fait alors. Putain, ouais, et en fait, non, moi, de mon œil extérieur, moi j'avais été hyper choqué. Ouais, comment tu as vécu toi ce truc, ouais? Parce que déjà, c'était. T'avais dit ça devant tout le monde. Ouais, abusé. En fait, c'est super abusé. Incroyable. Ouais, abusé. Devant tout le monde dans une conférence à Sciences Po. Bon, c'est conférence pour nos auditeurs, c'est des petites classes en fait. C'est les TD, quoi. C'est les TD, t'es 20 en classe et tu fais des exposés. C'est pas une conférence, disons, dans un amphithéâtre. Bref. Non, ouais. On t'avait dit ça en conf, et moi j'étais là, mais non, mais c'est pas possible et tout, ça m'avait choqué. Et parce que moi je sais que j'ai un accent aussi, et on me le fait remarquer. Moi, tu remarques pas que t'as un accent. Non, tu le remarques pas. Moi je l'entends pas, mon accent. Ouais, tu l'entends pas. Ouais. Tu le remarques quand t'es au contact des autres, c'est les autres qui te font remarquer ton accent. Miroir, et bref, j'avais. Ça m'avait fait miroir à moi aussi, tu vois, parce que du coup, sud-ouest. Enfin, je m'étais identifié à toi en fait. Ouais. Et j'étais là, mais waouh, c'est chaud et tout. Et en fait, ce qui m'a, interloqué, c'était
le lien entre ton accent et ta capacité à réussir au sein de l'institution. Ouais, ta crédibilité, ta légitimité à être dans l'institution. Ta crédibilité. C'est ouf, ouais. Et en fait, elle avait dit, écoute, si tu veux réussir, en gros, il faut que tu gommes ton accent. Il faut que tu l'effaces. C'est-à-dire que... Et au fond, c'est très fort. Oui, parce qu'il faut effacer ton identité. Ouais, c'est atroce. Pour rentrer dans le moule. Et ça commence par le langage, en fait. Ça commence par comment est-ce que tu parles. Donc, elle voulait, en fait, essayer de lisser ta personnalité pour que tu puisses mieux rentrer dans le moule de Sciences Po. C'est marrant, c'est atroce. Elle n'a fait que me la renforcer. C'est là où en fait, elle a fait que la renforcer. Aujourd'hui, j'en suis content. Mais c'est vrai que selon ta socialisation, selon ton rapport à l'autorité, selon ton degré de capacité à lutter ou pas contre ce qu'on te dit, à te rebeller ou pas, très rapidement tu peux te faire manger en fait. Ça peut te faire l'effet inverse et tu peux très rapidement amener à gommer ton accent vraiment et à te retrouver 5 ans plus tard à la fin de l'institution en ayant perdu ton accent originel, en ayant une vision du monde du coup qui a changé, où il faudrait que les autres aussi, du coup, parce qu'il y a cet effet miroir où tu veux reproduire ce que tu as subi sur l'autre, pourquoi c'est injuste, pourquoi moi j'aurais fait ça et pas les autres devraient faire ça. Donc tu te retrouves avec des profils et des caractères un peu rigides et aigris peut-être au vu des gens qui ont des différences quoi. Et c'est fort quoi. Et j'ai eu la chance, je pense, à ce moment-là, d'être issu de... C'est un parcours, c'est une chance transgénérationnelle limite et d'éducation et d'école et de parents présents et d'amour et de confiance en soi et de trucs qui te permettent à un moment de dire là je suis pas d'accord avec toi, je me rebelle, en fait je te nique, je fais l'inverse de ce que tu me dis, mais t'inquiète, je vais le faire dans le cadre de l'institution, regarde, t'inquiète, je vais aller chercher mon 12-13, je vais avoir ma note, t'inquiète pas, je vais te mettre un propos politique et philosophique, mais en fait non, je vais augmenter mon identité là où tu veux que je la gomme, mais ça en fait c'est une richesse, une chance d'avoir... la socialisation qui permet de s'opposer à ça. T'avais les épaules. Ouais, on peut dire, t'as les épaules, tout ça. C'est en fait juste la chance d'avoir une socialisation qui m'a permis de réagir comme ça à un moment. Mais ça peut être destructeur. Ouais. Ça détruit, ça te détruit. Quand on extermine ton identité comme ça, c'est atroce. Et ouais, c'est marrant, je me rappelais même pas les phrases exactes, tu vois. Là, tu me rappelles le truc, mais oui, si tu veux réussir dans l'institution, tu vas devoir gommer ton accent. Non, c'est super fort. Et elle avait fait mention j'ai un trou. L'examen final que tu passes le grand oral. Elle avait fait mention spécifique du grand oral. Elle a dit si tu veux réussir au grand oral, il va falloir que tu changes d'accent. Et qu'on a réussi avec brio finalement, on a la chance et la magie tu te rappelles pour le coup le grand oral. Ouais. Où je tombe sur les prisons, un sujet où la veille au pif tu me donnes une chance. Tellement de chat. C'est incroyable. Ça c'était beau. Oh là, t'avais tous les chiffres. On a retourné l'institution. Tu te rappelles de ton grand oral? Je me rappelle de mon grand tour, mais je me rappelle super bien. En fait, je me rappelle tirer ce sujet et remercier le grand Mamou, les forces de l'univers et l'alignement de la constellation du Dauphin avec les triples tortues, quoi. C'était vraiment incroyable. Ouais. Du coup, pour rappel, chers amis auditeurs et auditrices, en gros, ce qui se passe, c'est ça. C'est que donc là, c'est marrant de joindre les deux bouts. On a une entrée en matière en mode gomme ton accent, tu réussiras jamais, ton accent marseillais il est pourri, le grand oral, tu vas te faire niquer. 5 ans plus tard, grand oral. Qu'est-ce qui se produit? Donc en fait, avec le compère M. Père ici présent, on s'entraîne à notre grand oral pendant une semaine plus ou moins. On se fait au pif parce que le concept du grand oral, c'est que tu tires au sort un sujet ou un texte. Il y a d'un côté un texte, de l'autre côté un titre d'un sujet sur lequel tu as 30 minutes pour préparer et tu dois disserter après pendant une trentaine de minutes, plus une trentaine de minutes de questions. L'exercice consiste juste à blablater sur un sujet et à avoir ta capacité à avoir une culture générale vaste et on te teste sur... voilà. Très discriminant comme exercice. Bref, et du coup impréparable. Tu peux pas, il n'y a pas de sujet type. Du coup, nous, mais tu peux préparer. La méthode. Tu peux préparer la méthode. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de sujet à préparer spécifiquement. Il y a une méthode à préparer. Et donc, parmi cette méthode à préparer, on se fait des questions... sur une semaine, quelques jours, je me rappelle, chaque soir, on prenait, allez, tiens, je te mets un sujet au pif, boum. Tiens, je te mets un sujet au pif, boum, et hop, et on s'entraînait. Parmi les sujets au pif que Roland me propose, tu m'envoies un moment les prisons, point, quoi, les prisons. Et donc, je prends mes 30 minutes de réflexion, je reviens, je te fais l'exercice, tu me poses des questions, on triture ce sujet, en fait. Je prends le temps de triturer ce sujet. 2 jours plus tard, j'arrive au grand oral, texte, je disais, sujet, les prisons, point.
Gracias. Incroyable. Gracias. Les prises en point. Donc en fait, j'avais déjà fait mon travail. Mon travail de réflexion était déjà fait. Et en plus, donc j'avais plus qu'à recreuser encore le truc. Et j'ai eu 13, 14, je crois, ce truc-là, qui est en fait l'exercice le plus discriminant, qui compte aux yeux des professeurs le plus, où c'est impossible de choper une note au-dessus de 12 en général. Et en fait, j'avais juste eu énormément de chance et je leur ai rentré un coup de magie, quoi. Ouais. Et c'était sublime. C'est sublime, non, c'est sublime. C'était beau. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on se donnait beaucoup. C'est-à-dire que non seulement on se proposait le sujet, mais en fait, on se le corrigeait aussi. Et on allait chercher des chiffres sur les prisons. Ouais, et on allait essayer de voir qu'est-ce qu'on aurait pu explorer, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Ouais. Quels sont les fils rouges qu'on aurait pu. C'était génial. Je me rappelle un truc au moment de la correction, c'est fou comme les souvenirs reviennent. Au moment où on se corrige, on est dans le salon. Gros matelas 6-4 RDR 6-4 à Bordeaux. À Bordeaux, qui était notre baraque là-bas. Rue des Remparts. Rue des Remparts, 6-4 rue des Ramps. On est l'attaque et on corrige le truc et tu m'envoies vers le concept de cellules. Je me rappelle ce truc. Et tu me poses une question sur les cellules et en fait on a fait tout le pont parce que la prison, on est en cellule en prison et on parle aussi de cellules familiales. En quoi les structures, qu'est-ce qu'une structure enfermante, une prison à toit ouvert, une prison à ciel ouvert, tout ce truc là sur le rapport à la cellule quoi. Et je me rappelle après moi développer ce machin sur le rapport à la cellule et du coup arriver à attraper le sujet, vraiment le triturer, le problématiser, rentrer parce que j'avais déjà fait l'exercice quoi. Du coup c'était génial. Merci Moneki, hein. Bravo. C'était finalement à l'origine de cette magie. C'est tu es en quelque sorte toi le grand magicien de ce truc là, hein. C'est toi qui me propose le sujet à ce moment-là. Qu'est-ce que la magie mon Moneki? Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que la magie? La magie, c'est une occurrence spontanée et inopinée qui fait converger différents éléments à un instant comme ça dans le temps et dans l'espace qui permet une explosion qui n'aurait d'autre sens que d'être à ce moment-là précis qui doit être là. Bon, putain, je me suis embarqué là, pardon, des mots sont sortis comme ça. Embarque-toi. C'est ça, c'est une occurrence spontanée de quelque chose qui n'aurait pas d'autre sens avant, après, ailleurs, là, qui d'un coup prend un sens énorme. Ça, c'est de la magie. Et après, donc ça, c'est j'ai l'impression la chispa de la magie, la partie visible de la magie. Et après, la magie, j'ai l'impression que comme on la pratique, comme on la vit, comme on la voit, c'est en fait, c'est une énergie. Une énergie comme ça qui est invisible en fait, mais qui est quand même manipulable, triturable et qu'on peut mettre au service de l'amour et de la joie, quoi. C'est ça c'est la magie, c'est de la psychomagie en soi, c'est déjà de la psychomagie la magie. C'est déjà croire à quelque chose qu'est-ce que la magie? Rien du tout, si ce n'est croire que c'est quelque chose qui existe. Je pense pardon, là en même temps qu'on réfléchit. Vas-y, hein. En même temps qu'on réfléchit, je restructure la pensée. Pour moi, la magie. C'est hyper dur de définir la magie. Ouais. J'aurais tendance à dire que la magie, c'est une forme de psychomagie qui consiste à dire que la magie existe. Et à partir de là, c'est la magie. C'est ça la magie, c'est croire. La magie, c'est croire à des choses et poser une intention forte à un endroit de croyance, quoi. Ouais. Pour faire les occurrences spontanées. C'est ça la magie. Ok. Du style, vas-y, viens, on va préparer des sujets de grand oral et en fait, dans ces sujets-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mix d'à la fois de croyance et d'action aussi. Hein. Ouais, complètement. Il faut que ça se matérialise à un moment dans la matière. Ouais. C'est-à-dire que la magie en soi n'existe pas si c'est. Ça s'ancre quand même dans la matière. Si elle n'est pas ancrée dans la matière. Ouais, il y a ce truc de s'ancrer. Qu'est-ce que la magie, mon Zenghi? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une chose qui existe, mais que la science n'a pas encore réussi à démontrer. C'est-à-dire qu'on on le voit, on le perçoit, on sent que ça s'ancre, on sent qu'il y a cette sorte de convergence de force qui d'un côté font qu'il y a quelque chose qui se matérialise, qui est concret, qui est tangible, qui est visible par tous, mais qu'on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas les mécanismes qui en sont derrière. C'est que la science n'a pas encore réussi à comprendre bien comment que ça s'articule. Donc c'est un peu, pour moi, la magie, ça serait ça. Ça serait quelque chose d'observable par tous, mais qui est incompréhensible par la science. Et est-ce que c'est pour l'instant incompréhensible par la science et donc ça aurait vocation un jour à être compris par la science? Oui. Et auquel cas, est-ce que ça resterait de la magie?
Puisque si compris par la science. Si compris par la science, ça serait, ça ne serait plus de la science, ça serait quelque chose démontré par la science. Et donc ça ne serait plus la magie. Ça serait plus la magie. On a une opposition quand même du coup entre la magie et la science quoi. Dans la définition spontanée que je viens de donner, qui est sûrement fausse. Ouais, non, je pense que c'est le propre même de la magie, c'est que chacun a sa définition. Et oui, nous aussi ouais. Donc du coup à partir du moment où la science peut l'expliquer, ou en tout cas ça diminue son pouvoir de magique parce que là c'est compréhensible par tous, ça tombe dans le domaine de la science, de l'explicable, du rationnel, ça tombe dans la rationnel. La magie aussi, le cadre de la magie, c'est que c'est de l'irrationnel, c'est de la croyance. Et c'est là où ça rejoint un peu ce que tu disais sur la psychomagie, c'est qu'il y a cet aspect psychologique, c'est ton psyché, c'est ta psychologie qui l'invoque. Ouais. Et c'est marrant, il faudrait regarder les définitions de magie justement pour faire les ponts avec l'Académie française, comment il est défini dans le dictionnaire, le concept de magie, pour partir de... Vas-y. Mais parce que j'ai la sensation aussi que là, nous, on a pris la version psychomagique de la magie et la version un peu chamanique de ce qu'est la magie, énergétique. Mais en fait, en soi, la magie, pour le commun des mortels, quand on parle de magie, c'est un acte illusionniste. Oui, c'est les tricks de cartes, avec la monnaie. Un acte d'illusion, quoi. Et c'est marrant, ce truc-là aussi, de faire illusion. C'est faux. Il faut y croire pour que ça existe. Et du coup ça existe. Au moment où tu le vois, c'est là. À partir du moment où tu le nommes, c'est là. Mais c'est faux. Ce truc-là un peu ambivalent, là, que ça n'existe pas, la magie, en fait. C'est quelque chose qui n'existe... Comme si ça n'existait pas. Et que c'est pour ça, le rapport à la croyance, c'est que ça n'existe qu'à partir du moment où tu le nommes ou où tu y crois. Mais en soi, ce n'est rien de concret. L'illusion. La fumée, l'illusion, ouais. T'as aussi le côté en esprit du langage des oiseaux, un peu, de l'âme agit. L'âme. Oui, la magie s'active quand l'âme agit. Ouais, une naturopathe que j'ai vu qui m'a... C'est Ouais. Laurence. Laurence à Toulon, une naturopathe qui m'a sorti ce truc là. J'étais allé consulter et qui m'a dit ça. Je me rappelle de te le dire en rentrant ou même t'envoyer un audio pour te... Ça vient de toi ça, ok de Laurence. De Laurence. Ouais. Mais peut-être que tu l'avais déjà d'avant quoi, mais je me rappelle à un moment t'envoyer un audio quand je sors de là-bas. On est début d'année 2022 là je crois, je vais la consulter, tac, et il dit la magie quand la magie. Oui, je me souviens quand tu m'as raconté ça. C'est génial, ouais. T'as des petites infos un peu à partager sur Laurent, sur ce que t'as appris, sur cette médecine, naturopathie, par les plantes j'ai pas spécialement de trucs à partager, si ce n'est que c'est la naturopathie, une pratique alternative, considérée comme telle en tout cas, considérée comme alternative aujourd'hui à toute la médecine allopathique et traditionnelle. C'est marrant d'ailleurs qu'on appelle la médecine traditionnelle aujourd'hui la médecine qui en fait est chimique et qui du coup n'est pas traditionnelle en termes de temps et d'histoire, mais c'est marrant. Non, mais j'ai pas plus creusé la question que ça en soi en fait. Je suis dans un rapport de confiance avec la personne plus qu'avec la pratique, quoi. C'est quelqu'un qu'on m'a recommandé par rapport à un sujet précis de ma santé. Je suis allé la voir dans une confiance absolue et dans un rapport de magie en fait, justement, je fais confiance, je crois et ça a marché. En fait, c'est une personne qui a beaucoup de capacités dans le sensible, dans le toucher. Et après, la naturopathie en tant que telle, c'est une pratique hyper intéressante, quoi. Je suis rentré dans la naturopathie par l'apport de l'Ayurveda, en fait, déjà en Inde, en étant allé en Inde. Et en fait, la naturopathie, c'est... je pense que les naturopathes, pareil, je parle sous le contrôle des médecins ayurvédiques et des naturopathes. Et je pense qu'ils me taperaient sur les doigts de cette traduction-là, mais la naturopathie, ça serait un peu l'Ayurveda occidental, en fait, dans le sens où c'est une pratique qui va être dans la compréhension globale de corps-esprit d'un individu, et qui, du coup, dans cette compréhension globale, va trouver les fonctionnements systémiques et ajuster avec des médecines naturelles, donc des plantes, des potions, une boisson chaude ou plutôt froide, un fruit rouge ou un fruit de telle saison, enfin, adapté après avec des plantes ou des éléments naturels, une posologie pour régler les dysfonctionnements du système corps-esprit. Voilà, c'est ça un peu ce que j'ai compris de Ayurveda ou naturopathie, et c'est vraiment intéressant. En tout cas, la Laurence, la personne que je vois, elle a une vision hyper globale des systèmes, et c'est très très intéressant.
C'est à la fois préventif, c'est... Ouais, voilà. J'en sais pas plus que ça sur la pratique. Je fais confiance dans la personne. Ouais, tu fais confiance et ça se... Et on voit, pour faire aussi la connexion avec ce qu'on disait sur la magie, etc., il y a cette connexion... Il y a l'effet placebo en fait. À partir du moment où toi tu crois, où tu donnes ta confiance, tu accordes ta confiance à quelqu'un et que tu dis vas-y, ce qu'on va faire ensemble, c'est à me soigner. Je vais prendre, c'est quoi, des griffes de chat. Ouais, la griffe de chat, j'avais des médicaments, des griffes de chat, c'est sublime, ouais. Je vais prendre une griffe de chat, je vais prendre du zinc, je vais prendre et je veux le. Allez, c'est ça qui va me guérir, qui va m'aider là, et je le. Tac, tu te l'envoies. Et en fait, c'est 60%. C'est déjà énorme en fait. Et c'est marrant parce que hier avec Anaïs justement on parlait de l'effet placebo, de la psychomagie, la magie, etc. Et en fait elle qui étudie l'ostéopathie, en ostéopathie ils ont eu un cours, je sais plus le titre du cours quoi, mais où un gars est venu faire une intervention sur l'effet placebo. Et en ostéopathie et du coup une médecine alors encore un peu considérée comme un petit peu alternative et pas les médecins qui ont fait des facs de médecine vont dire non mais ça la marche etc, mais qui quand même aujourd'hui est reconnu comme un truc classique quoi. Et en tout cas les écoles d'ostéopathie comme elle me le décrit, c'est assez classique et c'est des profs qui sont assez normés quoi, c'est pas des grands magiciens incroyables et des savants fous quoi. Et un mec qui est venu parler de l'effet placebo et elle me disait en fait qu'il y a elle se rappelait plus le pourcentage mais 60%, peut-être j'en sais rien, ou de l'effet en tout cas de la pratique ou de la médecine, que ce soit par l'ingurgitation de médicaments ou une pratique manuelle, tu vois, comme l'ostéopathie ou quoi, en fait 60% du travail se joue dans le... Voilà, j'en sais rien sur le 60%, mais un pourcentage, un grand pourcentage du soin se joue à l'endroit de l'effet placebo. Et ils ont des cours sur ça, quoi, et donc c'est génial en fait, c'est de voir ce truc-là, quoi. Et ce qui est énorme, c'est importante. C'est que t'as beau le savoir, t'as beau connaître d'ailleurs j'ai un peu l'impression aussi que le synonyme rationnel du mot magie pourrait être placebo, pourrait être effet placebo dans un truc de psychomagie. Et c'est-à-dire que c'est là, on peut le voir mais on ne l'explique pas. C'est pour rejoindre un peu si on y croit ça marche, si on n'y croit pas, bon, ça peut marcher peut-être mais pas sûr. Et aussi la présence de l'autre, c'est-à-dire que la présence d'un mec en blouse blanche, un médecin dans l'institution hospitalière qui vient te toucher, te regarder dans les yeux, te donner des pilules et te... ça fait complètement partie du décor. Ça fait partie, c'est très important. Et tout ça pour dire que la définition un peu scientifique de la magie serait l'effet placebo, je pense. Il y a un lien. Toi-même, tu pratiques les massages Oui. À mes heures perdues et de manière... Alors, à la juste réunion entre le charlatanisme et la sensation véridique de... Sur les canals. Avec beaucoup de recul et d'humilité. Sous contrôle. Et pour le coup, sous le contrôle de la roue libre, quoi. Là, sous le contrôle de la roue libre, quoi. La sensation et l'intuition. Je trouve que ça, c'est très bon et ça rejoint aussi ce qu'on disait au début sur les traditions. Il y a aussi un moment où il faut balarguer. Faire confiance à sa propre intuition. Ouais, complètement. Voilà, ça a un nom, le massage engagé. Ok. Alias le bidawek. Ok. Donc c'est une pratique. On a la croisée de tous les sujets de conversation parce qu'on a aussi l'aspect néologisme. Ouais, complètement. Oui. Que vous adorez, mon bon Zenki. C'est pour ça que ça me tient à cœur ce débat sur les communautés linguistiques, les néologismes, le rapport à l'Académie française. C'est que j'adore jouer avec la langue française et avec une néo-langue, la langue des Jbiboulak, comme on l'appelle, mais on invente un peu des mots, tout ça. J'adore jouer avec ça. Et du coup, donc le bidawek, massage engagé, en traduction Académie française, le massage engagé ou le bidawek, une pratique qui est née, alors c'est marrant, une pratique qui est née chez Petit Pépin Marty Raibo, dans son appartement avec Anaïs et Geoffrey, sur le corps de Geoffrey Coinon, réalisateur de films à succès, qui peut-être regardera réalisateur de Douce France. Réalisateur de Douce France. Qui a un corps particulièrement inspirant pour le massage engagé, quoi. Et donc un jour est né c'est à la croisée des chemins entre un massage, de l'ostéopathie peut-être, j'ai pas les bases donc je pourrais pas, gardons l'humilité, de la danse, il y a un truc un peu où je danse avec les corps, psychomagie où j'invoque un peu deux, trois
technique brésilienne apprise en Slovaquie et transmise par un Serbe, voilà, complètement inventé, de l'invention totale. Pratique avec des claqués de corps, ou voilà, c'est complètement fusion. On a croisé des chemins entre plein de trucs et on a inventé donc sur ce corps un jour Geoffrey, et du coup maintenant on le duplique, à différents individus qui souhaitent passer dans la machine du massage engagé du Bidawek. Et c'est très agréable, hein. J'ai jamais eu. Bon, tu as quand même eu un soin en engagé. Si. Rappelle-toi, avec le hang, je joue du hang sur toi. Oui. On n'était pas sur... C'est vrai qu'on n'était pas sur le vrai Bidawek, on était sur un soin magique bizarre. Avec le hang drum. Et ça me permet de faire cette magnifique transition vers le hang drum. Oui, bien sûr. Voulez-vous Es un hang, tío! Es un hang, tío! Seguro. Je me souviens quand on était en train de jouer à... C'était où qu'on jouait au sud de l'Espagne? Grenade. À Grenade. On faisait de la rue à Grenade, ouais, trompette hang. La question qui revient 50 fois en une heure, c'est comment c'est bien? Comment se llama este instrumento? Es un hang. H-A-N-G. Donc, hang pan, hang drum. Alors il y a de la controverse autour du nom. Le nom originel du truc, c'est un hang drum. H-A-N-G, drum, hang drum. Le nom traditionnel. Le nom traditionnel, comme on l'appelle. Le nom traditionnel autoproclamé d'un fabricant suisse qui aurait inventé l'instrument. Ok. Co-inventé en réalité au même moment, donc ça c'est drôle, hein. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur sur les co-inventions simultanées dans l'histoire du monde. Donc là on en a eu une co-invention simultanée à échelle très courte, ça a été inventé en 2000 cet instrument, par un espagnol en même temps qui sort à quelques mois d'intervalle le même instrument, alors qu'il y a des années de recherche derrière, donc on peut croire à la simultanéité du truc. Bref, et donc le Suisse qui s'approprie cette invention et qui à la base appelle ça hang drum et qui aujourd'hui essaye de mettre une patente sur le nom et sur l'instrument, un brevet, un brevet sur l'instrument. C'est pas encore validé parce que d'autres fabricants ont commencé à voir le jour qui font de très très bons instruments aussi, des luthiers en fait, des luthiers de la métallurgie quoi, et qui eux ont décidé d'appeler l'instrument handpan. Donc aujourd'hui on appelle ça un handpan pour éviter toute confusion. Voilà, handpan, un instrument magnifique. Donc mais ça, c'est parce qu'au début tu disais hang drum et maintenant tu dis hang pan. Ça dépend, je suis encore entre les deux. Ouais, j'essaye de dire handpan, percussion mélodique même des fois. J'essaye d'éviter hang, un peu par boycott de cette pratique-là d'appropriation du truc par le mec suisse. Du coup, tu as passé un peu de les mettre sur un piédestal à les détester. Complètement, ouais. Les Suisses, les fameux Suisses. Complètement, qui étaient sur un piédestal, dont j'ai eu le contact. Tu te rappelles en Colombie, encore un coup de magie incroyable de sa meilleure pote qui me voit jouer sur un marché à Usaken. Raconte cette histoire un peu. Ouais, histoire incroyable. En gros, donc moi j'arrive. On arrive en Colombie, on part tous les deux en Colombie, faire la fin de nos études, la fin de notre master, une 6e année de Sciences Po là-bas. Et donc j'avais déjà commencé la musique à fond, le handpan, donc que j'appelais hang à l'époque déjà, sauf que moi j'avais eu accès à un Space Drum qui était un fabricant français de qualité assez cool maintenant, mais qui à l'époque vraiment rien à voir avec un hang suisse. Là où le hang suisse, il y avait une liste d'attente de 2-3 ans, une lettre de motivation à faire, où le mec mesurait ton âme pour pouvoir accéder à l'instrument, bref, un truc de fou que je me refusais un peu à faire, mais sur lequel il mesure la qualité de ton âme, c'était un truc très bizarre, hein. Assez sectaire, c'est bizarre, mais sur lequel je me refusais, mais sur lequel je lorgnais à la fois, parce qu'un instrument magique incroyable, sublime, une qualité incroyable. Et bref, on arrive en Colombie, je jouais sur les marchés, et notamment le marché de Usaken. On venait nous de la Carrera 1, pour aller jouer à la 120, on venait donc en traduction sociologique du truc, on venait de chez les pauvres, on allait jouer chez les riches au marché, c'était mon gagne-pain en fait, je payais mon loyer avec ça marchait hyper bien. Et un jour, je tombe sur une femme comme ça qui, un premier dimanche, me voit, reste pas mal de temps, m'achète un album, et revient un dimanche d'après, et me dit, tu sais, ça se ferait plaisir de t'inviter à manger. Donc je me rappelle à l'époque avec Flore et l'enzyme, avec l'enzyme qui était venu nous voir là-bas, on va manger chez cette femme, qui était marié à un ambassadeur italien de je ne sais plus quoi, bref, un couple assez atypique. On arrive là-bas et je vois un hang en fait chez elle, Panhard de la marque Hang suisse chez elle. Et donc je lance la conversation et je dis mais c'est incroyable, d'accord, tu joues du hang, tu as un hang. Elle ne l'avait pas dit avant. Elle ne l'avait pas dit avant, je crois. Il y a une histoire comme ça où je suis surpris de... Elle me dit ouais en fait, c'est Félix qui est le fabricant, Félix Runner, l'inventeur qui brevette aujourd'hui le truc, était un de ses meilleurs amis et son voisin à Berne, en Suisse.
Et donc elle me dit voilà, et en fait c'est incroyable et tout ça, mais ouais, c'est mon ami, truc, je joue sur ce hang, Panhard, de marque originelle, etc. J'adore, c'était très rare à l'époque de pouvoir en croiser et de jouer dessus, et donc elle, on sympathise, et elle m'apprécie beaucoup, elle apprécie la manière dont je joue, etc. Et en live, elle appelle en fait Félix, et elle lui demande, voilà, ouais, je suis avec un ami que je viens de rencontrer, est-ce que tu pourrais lui fabriquer un hang, quoi? Et donc validation, oui, je vais lui fabriquer un hang, etc. Et donc là, incroyable, en fait, c'est hallucinant. Et l'histoire se retourne à un moment où donc on se donne rendez-vous en février ou mars de l'année d'après, donc je sais plus où on en est en temporalité, 2013-2014 je crois, on rentre de Colombie. En Suisse, elle devait rentrer de Colombie pour aller en Suisse, on se donne rendez-vous et en fait entre-temps on perd le contact. On perd le contact et au moment venu du rendez-vous, on ne se réécrit plus, je sais plus ce qui se passe et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette femme en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ce que je présume c'est que moi j'ai un ami français qui a été invité par le mec Félix en question à aller chercher son hang, et une fois sur place qui lui a mis la misère en disant ouais mais toi tu joues du space drum, c'est un instrument français nul et tout machin, tu sais pas jouer, ça sert à rien, je te file même pas l'instrument. Le mec est très lunatique, un peu bipolaire, chelou, très jugeant, et je présume que j'en sais rien en fait, c'est assez frustrant parce que j'ai jamais eu de suite à cette histoire. Parce que t'avais écrit une lettre de fou, non? Mais du coup j'avais même pas écrit la lettre, c'est juste on s'était eu par téléphone et machin, ça s'était fait comme ça, de la plus belle des manières en fait, par une rencontre fortuite et tout. Et en fait, jamais eu plus de nouvelles de cette femme, et je pense que, je sais pas, il a dû me juger, me rebombe sur hop, le petit bombe. Il a dû faire le retour de bombe. Le retour de la bombe, quoi. Il m'a rebombe sur une vidéo qu'elle avait dû prendre, j'en sais rien, où il me voit jouer sur un space drum, ou alors qu'au téléphone, il avait l'air super sympa, qu'il était chaud de me fabriquer l'instrument. Et du coup, je n'ai jamais eu accès à cet instrument. Mais pour le coup, quelques années plus tard, alors que j'avais très longtemps essayé justement d'écrire des lettres et des mails à Louis de Bellart, qui est l'autre fabricant co-simultané dans l'invention, où je n'avais jamais eu de réponse, et je sais plus, quand on était en tournée en Russie avec Cosmit à ce moment-là, je revois la scène en fait assis dans une espèce de hamac, on avait fait nos balances, j'attendais qu'on joue, je sais plus par quel hasard je tombe sur le site de ce mec, qui était un site à l'ancienne, que je me rappelais déjà de l'époque, et là je vois qu'il y a un truc à changer par rapport à l'époque sur le site, comme s'il avait actualisé quelque chose, mais toujours très dégueulasse, très miteux le site. Et ça me relance l'envie de lui écrire, etc. Je lui écris et là il me répond. Alors le mec de Bellart. Le mec de Bellart, l'autre inventeur, quoi, l'espagnol, qui était des instruments d'une qualité incroyable. Et là il me répond, mais quelques jours après, tout de suite. Là où déjà plusieurs fois j'avais essayé, jamais ça avait marché. Il me répond, il me dit, mais c'est incroyable, tu viens de tomber dans une fenêtre là, parfaite, où j'étais sur l'ordi, ouais, carrément, mais écoute, je te propose qu'on se rencontre, machin. Okay. Je tombe pile dans la fenêtre, quoi, hop, et de fil en aiguille, je me retrouve à aller le voir une première fois, puis une deuxième fois. C'était où, c'est en Espagne? C'est en Espagne, ouais, sur la côte basque, là, sublime, où il habite, Castro Urdiales. Et donc j'ai rencontré ce gars, et donc magique finalement, et on a pu discuter de ce rapport entre le Suisse et lui, tous ces trucs-là, le procès, il m'a raconté, il m'a livré pas mal d'infos, c'est très intéressant. Et c'était un peu comme un pèlerinage pour moi en fait, qui suis fan de cet instrument maintenant, j'en joue depuis longtemps, tout ça, c'était magnifique. Voilà un peu l'histoire de l'instrument. Et du coup, t'avais chopé ton Bellart à la suite? J'ai chopé mon Bellart à la deuxième rencontre, c'est que la première fois, t'étais allé un peu à blanc. Et non, et la deuxième rencontre, en fait, c'est parce que je file le contact à un ami, je crois. Je sais même plus s'il y a eu cette deuxième rencontre. Je file ce contact à Fadi. Je fais le lien à Fadi, grand pote, qui du coup est devenu fan de hang aussi maintenant aujourd'hui, et qui va le rencontrer. Je sais même plus si j'étais avec lui. Je crois qu'en fait, non, je fantasme cette deuxième rencontre, je crois. C'est comme si je l'avais faite parce que j'ai fait ce pont et j'étais en live avec Fadi qui m'appelait quand elle était là-bas, mais je crois que c'était du contact téléphone. Et donc moi non, ma première rencontre, je chope ce Bellart. L'histoire c'est que je chope avant de le rencontrer un premier Bellart de deuxième main. De Simon, je sais plus qui, un Norvégien qui le met à vendre à un prix très abordable, là où en fait ces instruments-là, Panhard et Bellart, se vendaient à des prix exorbitants à l'époque. Ça vaut cher ça vaut combien? Aujourd'hui c'est en train de baisser. En fait le marché a atteint son pic et c'est en train de baisser parce qu'il y a beaucoup de bons fabricants maintenant. Notamment un nouveau fabricant, Ishama, qui est en train de dominer le truc, qui fait des très 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 bons instruments. Ayasa, il y en a des nouveaux. Ton sponsor? Ouais, mon ami avant tout, mais du coup maintenant moi c'est vrai que je traîne plus dans ce truc de la haute des machins parce qu'il y a Pablo qui est en fait un ami avant tout et qui est un très bon fabricant et qui voilà m'a fabriqué un instrument magnifique, m'en prête, m'en file pour enregistrer des trucs. C'est magnifique, je suis trop content. Je le remercie de ouf pour ça, gratitude infinie. Et du coup, c'était à l'époque très cher, très dur d'accès, il y en avait très peu, des Panhard, Bellart, machin, et là c'est en train de baisser. Mais oui, à l'époque, c'était exorbitant, on avait des trucs qui montaient jusqu'à 10 000 €. 10 000 €? Ouais, ça pouvait, des occasions. Là où les gens, certains parfois l'avaient payé au tout début 500, 600 €.
10 000 € un ouais, avec stabilisation après de prix à l'achat chez le fabricant entre les 2 et 3 000 €, stabilisation du prix pendant quelques années, et à la revente, ça, entre 3 000 et 10 000, quoi. C'était des prix exorbitants, c'était hallucinant. Wow. Parce que pièces rares, parce que beaucoup Ça, plus de demandes que d'offres. C'est super intéressant d'avoir eu la possibilité de voir l'émergence d'un nouvel instrument. Carrément. Et comment est-ce que du coup l'inventeur essaie de s'agripper à son invention, et en fait c'est ça, quand tu inventes quelque chose qui est copié, en fait tu es dépossédé de ton invention. Vous êtes fatigué? Non, c'est que je réfléchis à ce truc de... Non, et en parallèle, parce que je viens de voir, là, en parlant de hang drum, machin, j'ai un concert, là, oui. Là, je vais devoir y aller dans pas longtemps. Mais non, mais ça me donne, quoi qu'il arrive, envie de tirer le débat et de rebondir sur ce truc, sur le rapport à l'invention, en fait. Ça, c'est un vrai débat profond, philosophique, quoi. Être dépossédé, posséder le brevet, qu'est-ce qu'une invention? On est tous des nains montés sur des épaules de géants. Newton qui disait ça, et d'autres avant lui-même était ce nain monté sur une épaule de géant qui recitait cette phrase-là. Je sais plus à la base de qui est la citation, mais en fait, on n'invente jamais vraiment rien, quoi. Tu vois, là, l'instrument en question, c'est ce mec-là, le Suisse, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a voyagé pendant une vingtaine d'années dans les Caraïbes, notamment à Trinidad et Tobago, où depuis ancestralement, traditionnellement, depuis toujours, ils font des steel drums, où ils taillent du métal, et ça fait des sonorités très typiques qui sont ressemblantes au hang drum. Et en fait, le hang est une version inversée, concave du steel drum qui lui est creux. Donc on s'inspire, on est très inspiré, toujours de tout. Moi, je questionne un peu ce rapport à la propriété intellectuelle. Ça me questionne, en fait, quoi. Le rapport à la propriété en général. J'essaye un peu de le déconstruire. Je suis moi-même, je pense, socialisé. J'ai grandi dans ce truc-là. Notre monde, il nous pousse à la propriété, à posséder des choses matérielles. Et c'est à nous, ça nous appartient. C'est notre argent, c'est notre territoire, c'est notre objet, notre véhicule, notre maison, tout ça. Si en plus on applique ce rapport-là, ce regard en fait dans même les choses immatérielles comme l'art ou la musique ou les choses. Donc l'instrument de musique en lui-même est matériel, mais ça dérape aussi dans le rapport à la musique, la création musicale. Maintenant on dépose ses œuvres, on protège ses œuvres, on est inventeur et en fait, il y a un rapport à l'argent derrière qui est énorme, un rapport au business. C'est pour pouvoir à un moment capitaliser sur le fait qu'on l'a inventé. Parce qu'en soi, la propriété intellectuelle, elle t'appartient à partir du moment où toi-même sais que tu as inventé ça, ton ego est content et tu as inventé. Mais en soi, le fait de l'inscrire, je trouve que c'est un rapport économique. La question derrière, elle est économique. Oui, j'ai l'impression, je sais pas, je questionne ça. Comment tu te sens toi par rapport quand tu mets des trucs avec la SACEM, avec Cosmit? Est-ce qu'il y a un bon pont aussi vers ton projet, du coup, au sein duquel du coup tu joues du hangpan, hangdrum, du hang, entre autres instruments. Entre autres instruments, et d'ailleurs, si tu veux parler un peu de ton projet, du coup renvoyer vers les liens qui sont sur ce que tu as... Enfin voilà, laisser peut-être un petit message de fin. Laisser un petit message final sur les projets. Pour que les gens... Non, et en fait, si, voilà, mais je vais le faire rapidement. Je vais le faire rapidement du projet. La promo du projet, mais pas trop non plus pour rester dans l'esprit d'on est content, on discute et on n'est pas là non plus. Je suis content d'avoir l'amour de la discussion. Ouais, mais c'est bien de faire sa promo. Oui, non, bien sûr. Ça fait pas, un artiste qui fait pas sa promo. Bref, vas-y. Non, complètement, mais on retombe dans le truc de l'intérêt, l'audimat qu'on a questionné au début, où on disait on veut rétablir ici avec On est content un podcast ouvert, libre. Et où on essaye de pas vendre un truc ou de faire un audimat précis. Je vais le faire parce que c'est un projet qui me tient à cœur avant tout et je veux dire voilà Cosmit, etc. Mais questionnons le fait qu'à chaque fin d'émission, une personne invitée fait sa promo. Questionnons-le aussi. C'est ce que je veux dire. Je suis content d'être là et ça me suffit d'être content. Mais Cosmit, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est un projet qui est une capsule en fait dérivée du projet Ninboo. À la base, on était 7 musiciens. Musique très festive, galactique. Avec plein d'instruments, une fusion arabo-andalouse avec Rabi au violon, qui est un violoniste algérien assez virtuose, qui propose du coup une patte comme ça, arabo-andalouse, le hang au milieu, le pan hang au milieu de tout ça, où moi je joue un personnage un peu capitaine d'un vaisseau qui emmène dans un univers
avec une narration galactique, trombone, percus, basse, batterie, guitare. En fait, c'est un projet très festif. Donc il y avait Nimbo à la base. Il y avait Nimbo à la base, qui était une grande capsule, de laquelle a jailli une capsule avec le professeur Galacticus et moi-même le capitaine Frictus, qui est Cosmite. En fait, on est sur un projet toujours de musique galactique, c'est comme ça qu'on le définit, et électronique, avec une base beaucoup plus électronique où Steph, professeur Galacticus, joue des machines et des synthés, tout en live, il n'y a pas d'ordinateur. Moi, je suis sur des handpans, des percussions, des flûtes, des voix, toute une fusion électroacoustique. Et en fait, il y a vraiment un concept derrière d'exploration, aussi bien dans notre musique que dans la manière de faire la musique, où en fait, on met un accent fort sur le voyage. On a fait beaucoup de tournées, on s'est retrouvés. En fait, le projet a marché assez rapidement. On s'est retrouvés à aller jouer en Russie, en Inde, en Chine, en Argentine, en plein endroit d'Europe, dans plein de festivals, etc. Dans l'aspect du voyage, découverte, etc. Et dans l'aspect exploration aussi, dans la manière de faire les concerts, où à chaque fois on s'imprègne du lieu, des gens présents, on invite des gens, chaque concert est toujours différent. Il y a la volonté d'inclure, de casser un peu le format artiste-public, de toute une recherche un peu politique de comment on fait de la musique, qui est hyper intéressante, où on se questionne beaucoup, c'est un projet où on parle de comment on fait le projet. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur, ce projet est super beau pour ça. Allez, j'envoie la promo, on sort un album le 10 juin 2022. 10 juin 2022. C'est une exclue. J'avais pas la date. C'est une exclue. C'est une exclue sur le podcast. C'est une exclue sur le podcast. Oh là là là. L'exclue sur le podcast. L'exclue ce soir sort ce soir ou demain sur les réseaux sociaux. Exclu podcast, les amis. Et putain, voilà, j'ai fini par faire ma promo. Mais c'est bien, c'est bien. Non, je sais, mais moi j'adore, justement. Mais sûr. bref, on aura l'occasion de refaire un podcast version 2. Ouais. J'ai l'impression qu'on pourrait parler des airs. Encore, on le refera. Si on a le temps, on s'en refait un. Gardons en mémoire ce sujet. Auditeurs et auditrices. 10 juin 2022, sortie d'album. Sur quelle plateforme? Sur toutes les plateformes. Spotify, iTunes, SoundCloud, etc. Des clips qui arrivent sur YouTube. Le projet arrive en bombe. Voilà, juste l'histoire, la petite promo. Mais je suis curieux qu'on va se quitter là comme ça. Je suis curieux qu'on continue ce podcast à un moment. Et ça me tient à cœur de questionner aussi ce truc de la promo. Là, on rentre à peine dans la condition d'artiste là en fin de podcast. On a beaucoup philosophé sur d'autres trucs. Et je trouve que c'est un truc intéressant parce que moi, il m'aide. D'avoir un miroir aussi, ça m'aide toujours dans me questionner. En fait, c'est quoi être un artiste? C'est quoi cette profession? C'est quoi l'environnement qu'il y a? Entre précarité et choses incroyables aussi qui arrivent, ce rapport-là justement à protéger les œuvres ou pas, le rapport à faire sa promo, le rapport aux réseaux sociaux et vendre un produit, est-ce que c'est un produit matériel? C'est très intéressant, je trouve qu'il y a plein de questions où moi je suis en perpétuelle réflexion sur ça m'aide d'en parler et de confronter à d'autres gens. Donc je suis curieux qu'on continue ce podcast un autre jour. Et ben 10 juin en tout cas, sortie du nouvel album de Cosmite. 10 juin 2022, en bombe il arrive. Et tournée. Et tournée de sortie d'album, belle tournée, des beaux festivals avec un petit... T'as des dates un peu à annoncer? Ouais, on a Ozora, festival Ozora, tout début août, entre le 1 et le 7 août. Le Son Libre Festival, on va jouer au Son Libre Festival. On va faire des petites dates en Suisse, on va jouer dans la Vallée des Merveilles, dans le sud de la France, côté Alpes. En allant vers l'Italie dans le Mercantour, on a plein de dates comme ça, super belles. On publiera tout ça et bang bang. Bon ben voilà, salut à nos auditeurs pour la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup, on est content. Et on est très content. Merci. Allez là.